Salut, c'est Alice. Donc on arrive au bout de mes épisodes, des previews un peu des scènes, donc d'aller feuilleter sont les jeux qui vont sortir, parce que on est le week-end juste avant les scènes, et donc là ça va arriver. Du coup j'y suis très bientôt, voilà, à partir de mercredi pour aider à monter un stand. Donc ça va être fou, hein. Chaque fois c'est un épisode, une expérience vraiment top. Il y a des milliards de trucs à découvrir. Là, j'ai noté vraiment plein de trucs. Je trouve que cette année est vraiment très riche en sorties. Je sais que sur place, je vais encore en voir plein. Je vais faire donc dans cette vidéo ouais, un gros parcours de tous les jeux qui, moi, m'intriguent et m'intéressent. Donc, il y en a genre 70, donc ça va faire un peu liste. Mais voilà, j'ai pas forcément passé 3 heures sur tout. Normalement, ça sera chapitré. Donc, n'hésitez vraiment pas à sauter vers ce qui vous intéresse et à zapper ce qui vous intéresse pas, parce que sinon, ça risque d'être long. Et... euh, et oui, donc moi j'attends avec impatience la suite. Là, ça a été une sacrée expérience parce que c'est la première fois que j'ai autant de temps pour aller regarder un peu qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc j'ai vraiment vu beaucoup de jeux en amont. C'est la première fois que j'en vois autant. Euh, voilà, je vous ai fait plein de résumés de règles à partir de ce que j'ai lu, plus ou moins réussi. Voilà, c'est pas forcément ultra chiadé, parfaitement millimétré et dynamique, mais voilà, c'était une sacrée expérience. Moi, je suis très contente de l'avoir fait. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs dans mes bagages, d'avoir déjà eu plein de trucs. Je remercie vraiment tous les gens qui m'ont suivi, qui m'ont laissé des commentaires et autres, parce que vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit. Alors, un succès, c'est peut-être beaucoup dire, mais mine de rien, il y a quand même eu du monde qui est passé, du monde que ça a intéressé. Donc, ça, c'est chouette, puisque moi, j'aime bien partager, hein, c'est pour ça que je fais ça. Et du coup, de me dire, oh, il y a peut-être des gens qui ça a plu, tant mieux. Voilà. Du coup, j'ai passé à une très longue liste donc des jeux qui m'intriguent. Je vais vous laisser la description en commentaire. Dessus, il y a le lien vers toutes les différentes vidéos que j'ai fait. Donc en amont du festival, il y en a plein dont je vais reparler après le festival. Je vais essayer de faire des vidéos après Essen, sachant que moi, du coup, je vais retravailler une semaine après Essen. Je vais reprendre le travail, ça fait un mois que je travaillais pas là. Donc le rythme va pas être le même, ça c'est clair et net. Mais voilà. Mais donc, en attendant, là, il y a Essen la semaine prochaine. Ça va être trop bien. Et, euh, et donc, j'attends ça avec impatience. Donc, déjà, point de vue... Alors, ma liste, elle est un peu près triée, mais c'est pas un tri absolu. Déjà, j'ai pas joué au jeu, donc les classements, ça veut pas dire grand-chose. De base, moi, les classements, j'ai un peu du mal à dire qu'un jeu est strictement meilleur qu'un autre, même quand c'est des jeux que j'adore. Et après, il y a tout un côté interclassement entre les jeux dont j'ai plus ou moins entendu parler, comment les règles sont rédigées, etc., qui jouent beaucoup, les différents styles de jeu, les petits jeux, les gros jeux, c'est pas vraiment les mêmes types d'attentes. Et j'ai mis principalement des jeux qui vont être dispo sur le festival, mais il y a certaines démos aussi qui m'intriguent vraiment, qui font partie de ce que je veux voir sur le festival d'une manière ou d'une autre. Voilà. Hop. Du coup, on va commencer. Donc on va commencer par Tiletum. Donc Tiletum, j'en ai déjà parlé, c'est un jeu donc, qui est par Luciani et Tassini, qui sont deux auteurs que j'adore vraiment. Et en fait, il va y avoir un système assez sympa où il va y avoir une sélection dans un pool de dés. Chaque tour, on va lancer des dés, le nombre dépend du nombre de joueurs, qu'on va répartir le long de valeurs. Ces dés vont avoir plusieurs couleurs. Et donc quand on sélectionne un dé, on va récupérer autant de ressources de la couleur indiquée que sa valeur. Est-ce qu'une image, je sais pas trop. Quand on va récupérer ça, en plus de ça, ça va être associé à une action. Donc par exemple sur le 3, imaginons que ce soit l'action voyager avec notre marchand. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une action de force 4, donc le complémentaire à 7, de voyager avec le marchand. Le but de tout ça, ça va être de faire plein de choses, notamment compléter son plateau de citoyen avec différents bonus. Donc pour ça, on va devoir se balader, récupérer des jetons, il y a un stockage limité, on va pouvoir les mettre chez nous. Et tous les scorings sont un peu entrelacés. Et surtout, le truc qui, moi, m'attire beaucoup, c'est qu'à chaque tour, il y a un décompte à viser, pour lequel il faut avoir soit construit une maison, soit avoir le marchand sur place à l'endroit où aura lieu le décompte. Donc il y a comme ça une suite de villes qui commence par Tiletum, où on commence tous avec une maison, qui demande d'avoir développé dans un certain axe et d'être au bon endroit. Donc ça, j'ai l'impression que point de vue tactique et renoncement, ça a l'air assez chouette, avec tous les scorings un peu liés entre eux. Moi, ça m'attire vraiment beaucoup, ça peut vraiment être mon style de jeu, j'attends de voir ce que ça donne. Je sais pas trop, on verra bien si ça respecte ce que moi j'en espère, mais en tout cas j'en espère beaucoup et j'ai très envie de l'essayer. Il va sortir en français, il a été repoussé au 11-12 novembre je crois, de base il devait sortir le 21 octobre et il y a une erreur d'impression qui a été annoncée sur les correspondances de couleurs, du genre le jaune correspond au orange, voilà, c'est pas les mêmes teintes entre les dés et les ressources.
moi ça me traumatise pas. Ça fait que j'ai peut-être plus de chances d'y jouer très vite sur un exemplaire en VO plutôt que de devoir attendre la VF quand je vais travailler. Donc finalement. Hop. Ensuite, Lacrimosa. Donc Lacrimosa, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, qui est dans le top des attentes depuis très longtemps, qui a thème Mozart et sa vie. Et donc là, il va y avoir vraiment un système de hand building. Donc on va avoir un jeu de cartes en main, donc 9 cartes. On va toujours rester à 9 cartes, mais les cartes, on va pouvoir les modifier. Donc échanger une carte pour une autre. À chaque tour, on va poser 8 de ces cartes, 2 par 2. Donc on pose 2 cartes, on repioche, on pose 2 cartes, on repioche. Parmi un peu plus que 2 pour les jouer. Et on va en jouer une pour son action, une pour les ressources que ça nous donne pour le prochain tour. Sachant que les ressources, c'est des points d'action, donc 3 types différents d'actions. Donc il va y avoir a priori une partie un peu programmation sur ce qu'on va faire sur le prochain tour, avec de la flexibilité derrière sur comment on joue nos cartes. Ça m'attire bien dans le principe, avec différentes actions qui ont l'air assez bien liées entre elles. Donc ça pareil, je veux vraiment y jouer, c'est une mécanique qui peut vraiment être dans mon style. Voilà. Donc ça il faut que j'essaye. Ceux-là, j'ai pas trop de doute du fait que dans mon entourage, je vais avoir l'occasion d'y jouer, si ce n'est à Essen peu après. Revive fait aussi envie, donc c'est un jeu de civilisation, il n'y a pas de combat. Par contre, il y a de la découverte de territoire et de la prise de territoire pour aller faire de la production autour, qui va développer un plateau personnel. Donc la production en fonction des terrains qu'il y a autour, ça va nous permettre de progresser sur nos terrains personnels pour aller débloquer des machines qui vont être des actions utilisables un peu à chaque tour ou dans différentes conditions. Et on va pareil jouer avec un système un peu de hand building. On va pouvoir de base... On fait 2 actions par tour, dont jouer une carte. Jouer une carte, ça donne soit des actions, soit des ressources. On peut les jouer en haut, en bas du plateau. J'ai pas les détails des cartes. Et quand on va explorer, on va pouvoir recruter comme ça de nouveaux citoyens, donc de nouvelles cartes. Sachant que les cartes qu'on joue vont aller en repos. Et que quand on va choisir de faire une phase d'hibernation, donc une phase de bureaucratie, donc elles vont aller en repos et être immobilisées un temps. Et pendant ce temps, on va jouer avec le reste de nos cartes qui ensuite, prochaine fois qu'on se repose, on récupère nos cartes de repos et on remet les cartes actuelles en repos. Donc il y a un petit cycle comme ça, il y a une campagne en 4 ou 5 épisodes qui permet de débloquer en gros des modules de jeu qui apparemment enrichissent pas mal le jeu, qui ne sont pas sur la règle de base, mais les reviewers semblaient dire que ça devient vraiment mieux après. Voilà, qu'il y a quelques éléments qui permettent d'avoir plus de ça qui déclenche ça, qui déclenche ça, qui déclenche ça. Ça peut donner un peu lieu à des temps d'attente potentiellement longs, ça dépend des joueurs. Donc moi j'avoue que c'est des reviewers que je ne suis pas spécialement, donc j'attends un peu de voir. Quand c'est des gens que je connais un peu mieux, à quel point ça rame. Après, j'ai mis Fédération. Alors, Fédération, pour moi, c'est un peu plus compliqué d'en parler parce que moi, Fédération, je le connais. Enfin, non, c'est facile d'en parler, mais de le classer. Je le connais depuis un an et demi où je me suis vraiment. Sur le proto, j'y ai beaucoup joué. Je connais bien Explorate. Donc, voilà, je vais être un peu sur leur stand d'ailleurs le samedi après-midi et le vendredi et le dimanche après-midi, je crois, si je ne me confonds pas. Pour présenter un peu leurs jeux, dont Fédération. Du coup, moi, ça fait partie des jeux sur lesquels j'ai passé du temps sur le salon, je le sais. Ça fait partie des jeux que j'adore vraiment, c'est pas un hasard, hein. Moi, c'est vraiment par goût que j'y suis. J'aime beaucoup ce que fait le jeu, j'aime beaucoup... Donc, globalement, on va être sur un Sénat Galactique quand même, je vais faire le pitch. Et donc, sur ce Sénat Galactique, on va avoir chacun des familles, on va pouvoir entreprendre des actions avec nos ambassadeurs. Chaque tour de jeu, on pose un ambassadeur sur une des 18 cases d'action. Et les 18 cases sont situées dans une grille. Quand on place notre ambassadeur, soit on va voter pour un côté ou de l'autre, et ça va jouer sur des majorités aussi, soit on va jouer côté financement, ce qui va nous débloquer des missions personnelles à faire sur notre plateau, et financer des projets de fin de partie pour des majorités en fin de partie. À la fin de chaque tour, donc il y a un vote qui se déclenche entre droite et gauche pour savoir est-ce qu'on marque des points sur l'influence sur la planète jaune ou rouge. Et la plupart des actions sont jouées sur la planète d'une des 5 couleurs, donc il y a 2 actions par couleur, qui nous permet de progresser en influence en bénéficiant de l'avantage de la planète. On va comme ça se spécialiser, il y a différentes manières de scorer des points, pareil, il y a des contournements de la fluidité sur... par exemple, il y a une planète qui rapporte beaucoup de ressources, mais c'est pas la seule manière d'avoir des ressources. On peut vraiment associer les planètes un peu différemment entre elles pour suivre différentes stratégies. Et c'est ultra interactif, moi j'adore la configuration 4 joueurs parce que sur les votes, j'avais lu un sujet en disant oui, il y a un joueur qui peut, notamment à 3, se retrouver les 2 slips contre lui, c'est qu'il va pas gagner ses votes. Bon, déjà ça dépend face à quelle planète on est, et tout le monde va pas forcément avoir la même force de vote. Et effectivement, si on joue assez peu force de vote, nos motions vont moins passer que celles des autres, sauf si on a un peu des intérêts communs. Après, on peut essayer de se dire bon, ok, ma motion va pas passer, mais je vais quand même grappiller quelques points dans leur motion à eux en jouant un petit peu sur leur planète.
on peut faire des choses comme ça qui vont correspondre plus ou moins à nos spécialités. On peut faire des points autrement. Ça veut dire que si on ne se concentre pas sur les votes, on peut faire autre chose. Mais il faut savoir renoncer. Et ça, le savoir renoncer, moi, c'est toujours quelque chose que j'aime. C'est un jeu dans lequel il peut y avoir de la négociation, il peut y avoir plein de choses. Voilà. C'est un jeu vraiment riche et assez court. J'ai pas vraiment fait de partie plus de 2 heures. Peut-être une, je crois, quand je présentais le proto pendant le KS. Mais voilà, donc ça, le KS a déjà été livré aussi. Donc il arrive à Essen, sera disponible à Essen et après en boutique. Deal with the Devil. Donc ça, c'est la dernière règle que j'ai lue là aujourd'hui. C'est pas tout à fait vrai. C'est un Eurogame où on va essayer de faire des bâtiments pour faire des points de victoire, en dépensant des ressources de base. Chaque tour, on a une roue de production qui dit qui reçoit quelle ressource. Le truc assez rigolo, c'est qu'il va y avoir une phase d'échange qui va être phase cachée. Donc on a des coffres dans lesquels on met nos ressources, on va mélanger les coffres. Il y a une appli qui nous dit qui prend quel coffre pour être sûr que notre coffre soit eu par 2 autres joueurs et qu'ensuite on le récupère. Donc quand un joueur voit notre coffre, il voit qu'est-ce qu'on offre à l'échange. Par exemple, j'offre 2 pierres pour 4 sous. Et donc soit il prend les pierres et il met les sous, soit il refuse, il referme le coffre. Il passera au suivant qui veut ce coffre. On regarde, soit il accepte, soit il refuse. Si la frappe a déjà été acceptée, puis moi je le récupère. Le truc qui fait marcher ça, c'est qu'en fait on a des rôles cachés. Donc il y a 2 humains qui ont des morceaux d'âme, 3 morceaux d'âme au départ, un cultiste qui a 2 morceaux d'âme mais des âmes teintées qui sont moins bien que les autres, et un diable qui a pas d'âme au début et qui veut en obtenir. Le diable ayant plus de ressources que le cultiste qui a plus de ressources que les mortels de base, et le diable continue d'avoir plus de ressources au fur et à mesure de la partie. Donc il y a des buts un petit peu différents en fonction des joueurs. Il y a l'inquisition qui passe, auquel il faut montrer assez d'âme si on l'a pas assez corrompu pour empêcher de se faire un peu tacler. Il y a des choses qui sont en commun, donc les inquisiteurs globalement vont voir tout le monde, sauf si on a trop de dettes. Là on a des inquisiteurs personnels qui vont voir pourquoi est-ce que nos finances ont fait n'importe quoi avec de l'emprunt et de la spéculation. Voilà. Donc tout ça paraît assez chouette. Les buts derrière ont l'air cool. Faut voir à quel point c'est fluide parce qu'il y a un peu plusieurs phases de jeu, mais au final ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Faut juste s'assurer que tout le monde est bien compris autour de la table, qu'il n'y ait pas de misplay, qu'il n'y ait pas de problème un peu comme ça. La phase d'action principale, ça va vraiment être de la programmation d'action. Donc on programme 2 à 4 actions qui vont être construire des bâtiments, utiliser des bâtiments qui demandent d'utiliser des actions, et récupérer des jetons qui vont nous permettre de faire comme un joker pour compléter des lots de bâtiments. Parce que par exemple, si j'ai 5 bâtiments de science, pas la science mais les autres, pour 5 bâtiments religieux, je vais débloquer un avancement majeur qui va me faire des points en fin de partie si je ne suis pas le diable. Et globalement d'autres avantages du genre améliorer la production. On a l'air d'avoir des éléments pour deviner un peu qui est qui. Il y a une phase où on peut deviner qui est qui rapporte des points, mais qui n'est pas le seul et unique but absolu du jeu. Je pense qu'on peut parfaitement gagner en ayant deviné ou pas deviné, dans les 2 cas. Voilà. Mais il y a un intérêt à pas se faire voir. Donc ça a l'air bien attirant. Pilgrim. Donc Pilgrim, ça m'attire aussi beaucoup. Là, je suis dans les jeux qui sont vraiment dans mes tops, hein, donc voilà. Ça sort chez Spielworks, je crois qu'ils vont pas avoir les boîtes, a priori la livraison devrait être trop short malheureusement. Il y a un principe d'Awalé assez cool, où en fait on va égrener quelque part, mais on va pouvoir activer n'importe quelle case sur laquelle on a des bonhommes. Quand on active une action, après nos bonhommes reviennent dans la ville centrale, il va falloir les réégrener au bout d'un moment de la ville centrale, où a priori les bonhommes peuvent un peu s'accumuler. Et on va chercher à tracer des chemins, un peu façon disons Age of Steam, avec potentiellement du blocage pour aller vers des monastères ou des lieux de pèlerinage sur le plateau, ce qui va engager certains de nos bonhommes qui du coup ne seront pas ailleurs, avec un petit cycle sur la piété, sur tout ça. Ça a l'air chouette, ça a l'air vraiment chouette avec de l'interaction à plusieurs endroits, des scorings sur la longueur de ces chemins qui semblent pas évidents, et où tout a l'air un peu rare comme ressource. Moi j'ai très envie de l'essayer, voilà, ça va être chouette quand ça va arriver. Hop, Sabika. Sabika, c'est le nouveau jeu de l'auteur de Bitoku. On va construire l'Alhambra et pour ça on va jouer en fait donc avec des systèmes de roues d'action, donc 3 roues imbriquées les unes dans les autres, où à chaque fois quand vient notre tour, on prend un bonhomme qui n'a pas encore bougé ce tour-ci à notre couleur, on l'avance d'1 à 2 cases et on le couche pour dire qu'il a joué et on fait l'action de la case sur laquelle il arrive, en gros. On peut aussi le ramener à la maison ou le sortir de la maison si on a besoin d'un peu de sous. Et quand on va faire ces actions-là, il y a une roue qui se concentre plutôt sur récupérer des ressources de construction et construire des bâtiments civils, une roue qui se concentre plutôt sur récupérer des marchandises, donc il y a un cycle de marchandises avec des biens à transformer puis à stocker, avec le stockage qui n'est pas évident. Donc produire et livrer des marchandises dans les villes d'Europe, et la dernière qui est sur les poèmes, donc les poèmes ça va être des cartes qui vont avoir des pouvoirs un peu spéciaux, qui vont coûter assez cher à construire dans l'Alhambra.
L'astuce, c'est que quand on a un bonhomme qui arrive sur une case, on va pouvoir prendre une des ressources qui est adjacente. Donc il y a des petites courses sur certaines cases pour être le premier, pour essayer d'avoir des meilleurs bonus quand on fait l'action. Et tout a l'air d'assez bien se tenir. Il y a eu un designer d'aérien qui fait vraiment envie, parce que moi ça m'a un peu effacé les craintes que j'avais. Donc ça, je suis assez en attente de l'essayer. Hop. Anunnaki, j'ai pas regardé encore vraiment, en fait, c'est Simone Luciani, j'ai commencé à regarder avec l'auteur de Wendeke en plus, et il y a vraiment l'air d'avoir des choses très attirantes dedans. J'avais commencé à regarder, ce sera pas dispo pour SN, ce sera en démo, donc moi ça je vais aller voir à quoi ça ressemble, et du coup je le lirai pas avant. Marrakech, donc ça Marrakech j'en ai déjà fait 4 parties, donc les KS ont été livrés il y a une semaine, il y a 10 jours. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'y jouer, donc j'en ai fait une partie à 2 et 3 parties à 4. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment du pur Feld. Il y a un côté assez sympathique, donc il y a 11 actions différentes dans le jeu qui sont des actions quand même assez simples. Et à chaque tour on va recevoir 12 jetons, donc les 11 actions qu'on a plus un jeton qui fait un peu de joker. Et on va jouer 4 tours de jeu en choisissant à chaque fois 3 assistants qu'on va pouvoir jouer. Pour ça on va sélectionner des cubes, bon, qui ne sont pas cubiques mais peu importe, des actions données. Tous simultanément, on va les révéler, on va mettre des assistants sur les 3 couleurs qu'on a choisies, et ensuite tous ces cubes que tout le monde a joué ensemble vont aller dans la tour AD. Une fois qu'on a mis dans la tour à action, il y en a qui retombent, souvent tous, mais c'est pas forcément absolument tous, il y en a qui peuvent rester coincés. Et là, en partant du premier jour, on va drafter ces Keshi, donc ces renforcements d'action, en prenant un ou deux de la même couleur, si jamais il y en a de la même couleur, pour les récupérer chez nous. Ces Keshi, une fois qu'on les met sur nos actions, ça va renforcer une action. Donc si sur l'action verte j'ai 3 Keshi, je vais pouvoir faire une action verte de force 3. Mais ça n'a pas du tout obligé que ce soit les actions qu'on ait programmées pour ce tour-ci. On peut être des actions programmées pour plus tard, ça peut être des actions qu'on a déjà fait cette manche-ci. Voilà, ça va dépendre de nos spécialités. Donc on peut vraiment se spécialiser. J'ai trouvé qu'à 2, du coup, là-dessus, ça marchait un peu moins bien parce que la répartition était plus régulière. Du coup, vu qu'on mélange 2 sets à 2 joueurs. À 4 joueurs, j'ai trouvé ça bien. Je pense qu'à 3 joueurs, c'est bien aussi. La partie, elle dure 2 bonnes heures, mais c'est vraiment chouette. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de spécialités, des petits objectifs. La manière de marquer les points est plutôt sympa. Peut-être que les parties se ressemblent un peu, qu'il y a côté tactique plus que vraiment grosse orientation stratégique. Je pense que ça plaira à ceux qui aiment Feld, ceux qui aiment un peu les gros Feld. Voilà. Hop, Woodcraft, donc c'est le nouveau jeu de sushi, donc souris, un truc dans le genre, comme c'est censé se prononcer, avec quelqu'un d'autre dont c'est le premier jeu. On va jouer des elfes des bois ébénistes qui vont aller construire des objets qu'on nous commande avec des bouts de bois qu'on va faire pousser et puis qu'on va découper, recoller entre eux, etc. Globalement, il y a vraiment un système de roues à la Praga qui fait que quand on va choisir une action, moins elle a été sélectionnée depuis longtemps, enfin, plus ça fait longtemps qu'elle n'a pas été sélectionnée, meilleur on va avoir des bonus, où ça va tourner. Donc il va y avoir 2 types de bonus en fonction de vraiment la durée à laquelle ça n'a pas été sélectionné et à quel point il y a des actions qui traînent. Bref. Voilà. Et sur ces... Les actions vont être assez simples, ça va être planter des arbres, récolter, je me rappelle plus exactement, mais voilà, aller récupérer des commandes, récupérer des assistants, des choses comme ça. Et le truc qui est assez chouette, c'est que quand on récupère une commande, on s'engage à la livrer. Donc elle arrive à un certain niveau, et si on met trop de temps à la livrer, elle diminue de niveau, voire potentiellement elle va finir par nous faire perdre de la réputation. À la fin, nos nombres de points pour les commandes réalisées, c'est les commandes réalisées fois notre réputation. Donc si on a une réputation basse, on commence à faire des choses pour pas grand chose en points. Donc on s'engage à la faire et on a un certain temps pour le faire. Le truc que je trouve vraiment sympathique, c'est qu'on a donc un contrat avec des tas de trucs précis, du genre on veut un 4 jaune et un 3 rouge, parce que le bois est représenté par des dés. Ce qui m'attire beaucoup, c'est qu'il n'y a que 3 couleurs de dés, et qu'en fait la valeur va nous demander quelque chose de précis. Mais on a un atelier qui nous permet de vachement manipuler les valeurs. Et donc ce point de vue sur la livraison, donc récolte de ressources et livraison de contrats, ce point de vue où on a un contrat fixe, mais la ressource devient flexible, c'est la ressource qu'on va retravailler pour en faire ce qu'on veut. Je la trouve assez chouette, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne en pratique, et je pense que ça peut un peu enlever la frustration que moi j'aime moins dans ces jeux de remplissage de contrats, où il y a un côté très combinatoire sur qu'est-ce qu'on va récolter pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire plus tard, avec les différents ensembles pour être assez sûr. Bref, du coup ça j'attends d'y jouer, et puis ça a l'air tout mignon, voilà, moi ça me plaît bien graphiquement. Derrière The Wolves, je vais pas essayer de parler anglais, les loups. Donc là, ça va être un jeu un peu de contrôle de territoire,
avec un aspect, donc déjà, du contrôle du territoire avec des loups territoriaux. Je trouve ça génial, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. En fait, côté thématique, ça se tient à mort. Et les règles sont disponibles. Il y a Donc on va développer un plateau personnel un peu à la site, où on va vider petit à petit ce qu'il y a dessus, ce qui va augmenter nos capacités, ce qui est toujours un truc sympa. Et là, le truc assez rigolo, c'est qu'il va y avoir des actions basiques du genre se déplacer qui demandent un de force d'action. La force d'action, à chaque fois, on va la payer en fonction des tuiles territoires qu'on a devant nous. Donc on a un certain nombre de tuiles territoires, peut-être 5, je dis un truc au pif. Et donc si je veux me déplacer vers de la forêt, je dois retourner une ville forêt de devant moi. Et au dos de la ville forêt, j'ai marqué ce qu'il y a, par exemple, il y a de la toundra. Et donc maintenant, j'aurai une nouvelle tuile toundra disponible. Plus les actions sont puissantes, plus elles demandent de tuiles de même type. Par exemple, pour construire un terrier, il va falloir deux tuiles du territoire sur lequel on veut construire un terrier. Pour construire une grosse tanière, transformer un terrier en tanière, il va en falloir 3. Donc, comme ça, les actions qui vont être assez puissantes, pareil pour aller contrôler les autres, pour aller faire des choses comme ça. Donc, plus les actions vont être puissantes, plus il va falloir les préparer longtemps. Et pour les préparer, il va falloir agir sur d'autres types de territoires. Donc ça déjà, cette gymnastique-là, un peu casse-tête, elle a l'air vraiment sympa. J'attends de voir ce que ça donne en pratique vraiment impatiemment. Et c'est les éléments supprimés du plateau qui vont nous permettre de déclencher des décomptes à différents moments de la partie. Donc ça, oui, ça c'est vraiment à essayer parce que ça peut faire un flop, hein, très honnêtement. Mais c'est intriguant, il y a des très bonnes idées. J'ai envie de voir ce que ça donne. Alors il y a Atiwa, ensuite le nouveau Rosenberg. Moi, ça m'attire. Je sais qu'il y a plein de gens qui font encore un nouveau Rosenberg. Il y a l'air d'avoir des éléments qui ne sont pas exactement les mêmes que précédemment. On est dans de la pose d'ouvrier avec des ressources, des personnages à nourrir. Et quand on va nourrir ces personnages chaque tour, ça va nous... Donc on a des chefs qui rapportent du lait de manière automatique. Et on va avoir d'autres éléments qui vont permettre de payer de la nourriture en dépensant par exemple des animaux sauvages. Tout ce qu'on a doit être stocké sur des tuiles territoires, donc on va récupérer de plus en plus de tuiles territoires chez nous, sur lesquelles on va pouvoir essayer de faire pousser les choses. Et il y a un thème écologique, donc on va avoir des arbres avec des fruits qui vont se renouveler, notamment grâce à des chauves-souris, qui vont nous permettre de faire des actions, de prendre des chauves-souris pour aller replanter un nouvel arbre. Et donc tant qu'on a de quoi faire ça, on commence à faire de la reforestation. Sachant qu'on a de la population qui va polluer, notamment si elle n'est pas éduquée aux enjeux écologiques. Dans ce cas, elle va à la mine en produisant de la pollution chez nous pour avoir un peu d'or. Et une fois qu'on a une population éduquée, on a des meilleurs revenus en or, enfin des revenus plus stables en or, et plus de pollution qui arrive, et on peut cohabiter avec les chauves-souris. Voilà. Donc il y a l'air d'avoir des éléments sympas, ça a l'air d'être pas trop lourd, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup d'actions, beaucoup de choix. Ça a l'air d'avoir une vraie... C'est tout petit ça comme remarque, mais... un vrai côté positif sur le côté entretien entre chaque tour. Il n'a pas l'air laborieux à gérer, il n'a pas l'air d'avoir besoin de déplacer 8000 ressources. Nos ressources personnelles, c'est quasiment que des choses qu'on va débloquer de notre plateau personnel vers nos cartes à nous. Voilà. Côté manipulation, ça a l'air plutôt chouette. Côté enjeu, notamment de place pour construire et d'essayer de faire des points de victoire en ayant de plus en plus de personnes, mais de devoir rattraper pour nourrir. Moi, j'aime bien. Voilà. En général, ça marche bien avec moi. Hop. Come Together. Donc ça va être un jeu où on va gérer des festivals de musique. Donc on a chacun notre festival devant nous et on va participer à des actions pour aller récupérer des scènes, des artistes, des audiences et des campings. Le truc assez mignon, c'est que c'est de la pose d'ouvrier qui va se passer en 2 temps. Donc d'abord on pose un ouvrier et en fait l'action va se résoudre, donc l'action de récupérer la carte qui correspond, quand quelqu'un va déclencher la répartition des cartes sur cette catégorie-là. Donc il y a 4 catégories, on se place dessus au fur et à mesure. Quand quelqu'un déclenche la répartition, on va tous récupérer nos cartes et on va tous récupérer de la publicité auprès d'un des médias. Donc il y a 4 médias dans le jeu, donc quand on déclenche un décompte, on peut augmenter notre publicité sur 2 d'entre eux, un peu comme on choisit, qui vont spécialiser nos décomptes envers certains critères. Par exemple les stars ou les artistes à découvrir ou ce genre de choses. Du coup, il y a plein de choses qui ont l'air assez cool dedans, ça a l'air assez interactif sur le timing, ça me fait un peu... Donc cette interaction sur le timing, sur je veux me garder l'opportunité de faire quelque chose pour pas avoir à débloquer les autres quand j'ai pas envie de les débloquer, tout en saisissant les bonnes opportunités au moment où elles sont à saisir, avec un stock d'ouvriers qui est fluctuant, parce qu'on commence avec un certain nombre d'ouvriers, mais on va pouvoir en recruter, on va pouvoir en virer. Ça me semble pas mal attirant. Hop. Hop. Autobahn. Donc Autobahn, mode de loin, c'était un jeu qui me faisait pas envie, et là j'ai lu les règles, en lisant les règles, je me dis ah oui, ça peut être vraiment bien. Donc c'est un jeu de low piano avec quelqu'un d'autre, je crois, où on va construire des autoroutes,
de 5 couleurs, disons. Peut-être. Et pour ça, on va avoir une main de cartes qui au début contient les 5 couleurs, et on va pouvoir à notre tour soit récupérer toutes nos cartes pour récupérer de l'argent, soit jouer une de nos cartes face à l'une des actions possibles, genre construire une autoroute, améliorer une autoroute, poser des stations-service, etc., etc. Chaque fois, ça veut dire conduire l'action concernée dans un de ces endroits-là, ou mettre des camions, et après on va bouger les camions le long des routes, pour aller faire une partie pick-up and delivery. On est limité au nombre de cartes qu'on peut avoir en face de chaque action. Donc si j'ai déjà construit une station-service ce tour-ci en jaune, je vais peut-être pas pouvoir en construire en bleu. Ça a l'air assez mignon. Il y a un côté hand building où on va pouvoir potentiellement acheter des améliorations de cartes, enfin des cartes améliorées, récupérer des cartes améliorées plutôt que les acheter, qui vont un peu changer l'équilibre de notre deck des couleurs. Donc à chaque fois on écarte une carte pour en récupérer une autre. Donc on va spécialiser sur certaines couleurs, sachant qu'on a des trajets que l'on a plus envie de faire que les autres, des livraisons que l'on a plus envie de faire que les autres, ce genre de choses. Et que à la fois cette amélioration de deck et la manière de faire des points est un peu indirecte. Chaque fois qu'on construit sur une zone, on va participer au conseil d'administration de cette autoroute. Et quand il commence à y avoir trop de gens qui ont contribué à ça, on monte au conseil général. Et c'est là qu'on va commencer à marquer des points selon différents critères. Et on peut avancer là-dessus en fonction des améliorations qu'on a déjà faites sur notre plateau. Sachant que les améliorations, c'est pas une action, j'améliore mon plateau. C'est une action qui va me donner un bonus qui va me permettre d'améliorer mon plateau. Du coup, ça a l'air d'être un peu du billard à 3 bandes sur plein de trucs. Ça peut être très très sympa. J'attends vraiment de tester, voir si ça marche bien. Et ça, oui, je suis très très curieuse de voir ce que ça donne. Derrière, on enchaîne avec le premier petit jeu de la liste, mais un petit jeu qui me fait vraiment extrêmement envie, qui est Kites, un jeu de cerf-volant. Donc ça va être un jeu de cartes où on a chacun notre main de cartes de couleurs, donc il y a une ou deux couleurs par carte. Et on va avoir des sabliers au milieu qui représentent les cerfs-volants. Ça représente des cerfs-volants en train de voler tant que le sablier est en train de s'écouler. Si un sablier se finit, ça veut dire qu'il y a un cerf-volant qui a touché le sol et on a perdu la partie immédiatement, tout le monde. C'est coopératif. Donc on va devoir chacun notre tour jouer une carte, un peu dans le timing qui nous correspond, donc de base plutôt vite, mais on peut attendre un peu que le sable s'écoule, j'ai l'impression. Et si je joue une carte bleue, je dois retourner le sablier bleu. Donc s'il était quasiment au bout, c'est cool, j'ai gagné plein de temps. Par contre, s'il venait d'être retourné et que je retourne le sablier bleu, c'était une connerie et on a plus beaucoup de temps. Vu que les couleurs vont souvent par deux, ça va des fois arriver. Et on va essayer comme ça de se coordonner et de communiquer pour savoir qui a quelle couleur et faire la bonne série dans le bon sens, sachant que comme on a du temps réel, on peut pas communiquer tout ce qu'on veut. Moi, les coop temps réel, j'aime bien. Les petits jeux, des fois, j'aime bien. Et c'est le type de petit jeu qui me correspond tout à fait, où j'ai l'impression que je vais pouvoir le sortir en plein de circonstances. Depuis que j'en ai entendu parler, j'ai très 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 envie d'y jouer. Et de le ressortir et de l'avoir. Et voilà. Hop. Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write. Donc, là-dessus, ça va être la version donc tirée et dessinée de jeu à cocher. Donc, d'Orléans, on va retrouver un peu plein de principes d'Orléans sur ce que font chacun des personnages. Là, on a besoin que d'un personnage pour activer. Donc, même principe que dans Orléans, il y a des jetons dans un sac, on va tirer ces jetons du sac. Là, il n'y a plus de deck building du tout, ou de back building. C'est vraiment juste un stock fixe qui va être tiré avec chaque tour le premier joueur qui va choisir le premier jeton, le deuxième joueur le deuxième jeton, etc. Et puis, ça va finir par le premier joueur qui va prendre le jeton qui reste. On tire un jeton de plus que deux joueurs. Quand on prend un jeton, par exemple, quand on prend un fermier, on va faire une action de fermier. L'action de base du fermier qui est disponible au début sur notre plateau, c'est récupérer une ressource au choix. Les ressources, ça va nous servir à remplir un entrepôt, donc il va y avoir un truc un peu les lignes et les colonnes, donc des ressources pareilles ou différentes qui vont nous débloquer des bonus. On va pouvoir construire des bâtiments qui vont nous donner de nouveaux emplacements d'ouvriers ou des améliorations dans certains cas, enfin des effets un peu permanents. On va avoir des sous qui vont nous permettre donc de construire ces bâtiments, voir la carte sur laquelle on va s'installer, ou pareil, quand on s'installe quelque part, les autres peuvent plus s'y installer. Plein d'éléments qui vont avoir été repris avec une façon d'un peu cumuler les bonus et d'aller chercher à optimiser ce qu'on va faire qui a l'air sympa sur différentes pistes un petit peu pour réussir à faire des choix cohérents en fonction un peu des tirages que l'on obtient et que l'on a. On a des manières de faire des jokers mais qui vont nous coûter des points. Donc ça, j'ai envie de l'essayer, il me fait envie. C'est une déclinaison roll and write sans roll mais dans le même esprit. Voilà, et tout ce qui est pool de dés avec quelque chose, un dé à choisir chacun dedans, j'aime bien. Et on est tout à fait dans cet esprit-là. Hop, je crois que quasiment tout ce dont j'ai parlé actuellement, j'ai fait des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à regarder les liens. Les liens, c'est toujours vers des vidéos à moi. Voilà. On arrive à deux petits jeux, World Splitter et World Exchanger, qui sont dans la même collection, chez Emperor's 4.
dans un univers un peu post-apo ou post quelque chose, enfin futuriste en tout cas. Le premier World Splitter m'intrigue vraiment, j'ai eu les règles tout récemment, du genre hier. Ça va être un jeu de majorité et d'enchères fermées, où on va avoir au début un territoire qui est tout ouvert, et petit à petit on va placer des barrières sur ce territoire. Quand on est joueur actif, on place une barrière, puis tout le monde, sauf moi, va miser une mise. On va la révéler, je vais regarder la plus grosse mise, je vais choisir soit je l'accepte et je prends les sous, soit je refuse et dans ce cas je donne les sous au joueur concerné, et celui qui a reçu l'argent va pouvoir prendre un de ses meeples et le placer de part d'un côté ou de l'autre de la barrière pour prendre une présence. Puis on fait pareil avec la deuxième mise pour l'autre côté de la barrière. Si jamais un territoire a été fermé, il va y avoir un décompte de majorité comme ça qui va rapporter des points au premier et au deuxième, pas de la même manière, et des points à celui qui a fait fermer le territoire, encore d'une autre manière, avec des petits bonus à récupérer sur le sol, des collections à faire en fonction des couleurs des bonus qu'on a récupérés dans de diverses manières. Donc ça a l'air assez cool en format 1 heure, ils disent 45 à 75 minutes. Voilà, donc ça peut être bien dans le genre de jeu assez froid, tactique que j'aime plutôt bien. Hop. Et derrière World Exchanger, rien à voir, on est pareil dans du Matcha and Write, donc là ça va être du vent and write, disons, avec des cartes. On fait de l'achat-vente, on a des propriétés devant nous qui sont représentées par des cartes, on peut soit en acheter, soit en vendre à notre tour. Et le truc assez rigolo, plutôt troll qu'autre chose, c'est qu'en fait on va dessiner le graphique de nos finances petit à petit devant nous. Et ce qui compte, c'est pas d'avoir le plus d'argent à la fin, on a un minimum et un maximum d'argent qu'on peut posséder, mais c'est de passer par des cases qui vont nous débloquer des bonus. Donc chaque case que l'on croise en traçant notre graphique vont nous donner un bonus, un multiplicateur de score sur quelque chose, sur les villes qu'on va voir à la fin, sur... voilà. Donc il y a diverses petites manières de scorer comme ça qui ont l'air assez drôles. Donc ça, je pense que c'est un jeu à découvrir. Je sais pas si c'est un jeu dont j'aurais envie de faire 50 parties, j'attends déjà de faire la première. Mais ça... je trouve le principe très drôle. Hop. Dumpier, j'y ai joué, voilà, je crois que c'est le premier dont j'ai pas fait de vidéo, parce qu'il y a d'autres ressources en français, vraiment pas mal. J'en ai fait qu'une partie et j'ai vraiment envie d'y rejouer avant de savoir précisément ce que j'en pense. Donc c'est un jeu où on va produire du champagne. C'est par les auteurs de Lindsay, j'adore Lindsay. Donc ça va se faire en plusieurs étapes, on va pouvoir récolter du raisin, aller presser dans nos presses et ensuite aller les vendre en ayant mis des meeples sur les groupes de vente pour le vendre plus fort ou des meeples pour nous aider à faire ces différentes actions. On a comme ça 6 colonnes d'actions qui vont correspondre un peu aux 6 aspects du jeu. Il y a aussi des objectifs à récupérer. Et chaque tour, on va choisir une des actions, on va la monter d'un cran et on va en général payer le prix de l'action qui est tout en bas, qui est le plus bas. Donc on a envie de mettre de côté une action pendant un temps pendant la partie. On va essayer de produire de manière optimale. Il y a plein de petites combos pour aller chercher des petits bonus, des petites choses. Tactiquement, il se passe des trucs. Plus on a monté un jeton, plus l'action est forte, plus on peut le faire avec une force importante. Du coup, le rythme de la partie change beaucoup au fur et à mesure. C'est vraiment déstabilisant pour une première partie. C'est pas un jeu où on a l'impression d'avoir déjà joué. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Il y en a beaucoup qui comparent à Viticulture parce que le plateau ressemble, mais point de vue mécanique, ça n'a pas grand chose à voir vraiment. Les tours peuvent être un petit peu monstrueux à la fin sur comment bien optimiser, faire ça, puis ça, puis ça peut durer un peu longtemps, mais que en fin de partie. Du coup, je trouve ça pas trop gênant. J'ai vraiment très envie d'en faire une pour savoir un peu plus précisément ce que j'en pense. Qu'on s'est dit après la première partie qu'on a commencé à 3 et fini à 2 pour des questions d'horaire, c'est que peut-être que les parties allaient se ressembler un petit peu. Donc ça, j'attends de voir. Mais c'est du vrai Eurogame de gestion comme j'aime. Voilà, donc il est un peu plus bas que d'autres dans la liste parce que j'y ai déjà joué, du coup je suis moins impatiente d'y jouer qu'à d'autres, mais j'ai vraiment envie d'en faire une deuxième partie quand même. Je sais pas si je la ferai sur SN, je la ferai probablement après du coup. Et ça, c'est trouvable en boutique, déjà actuellement. Hop. Great Western Trail Argentina, la variante de Great Western Trail version Argentine. J'ai mis les autres extensions plutôt à la fin de vidéo. Là, c'est pas une extension, c'est un jeu à part, mais bon, on est quand même sur une base de jeu connu. J'adore Great Western. Ici, il y a pas mal de choses qui changent. On garde le fond, le fonctionnement du tour, le deck building, tout ça, ça va marcher un petit peu pareil. On va avoir plus de vaches plus variées. On va aussi pouvoir se recevoir un peu des malédictions dans la main, enfin des cartes qui vont nous gêner notre main. Donc l'aspect deck building a l'air un petit peu augmenté. Apparemment, ils ont un petit peu changé les petits pouvoirs de roue chez nous pour une variabilité là-dessus. Et surtout, ce qui change beaucoup, c'est la manière dont on va livrer les vaches. Donc il va y avoir des questions de bateaux qu'on va livrer, qui vont partir quand ils vont être complets, qui vont aller dans des villes. J'ai pas regardé exactement ce que ça donne, mais la manière dont on livre les vaches change pas mal. Et l'autre truc qui change beaucoup, c'était les dangers sur la carte et les bloqueurs sur la carte, qui vont plus fonctionner de la même manière, qui vont être des fermiers qu'on va pouvoir aller aider pour potentiellement pas mal d'argent, je crois que c'est de l'argent, avec nos vaches, mais qui vont donc nous faire récupérer ces cartes négatives.
Le train, du coup, change un peu, donc il n'y a plus ce côté où il faut avoir assez avancé pour livrer les grosses villes. À la place, ça va nous faire des raccourcis vers la fin vers la livraison, sachant que vers la livraison, on va potentiellement avoir pas mal de ces bloqueurs fermiers, donc les nouveaux bloqueurs. Euh, j'ai vraiment envie de l'essayer. Moi, Great Western, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et dont je me suis un peu lassée à force parce que je trouvais que les parties se ressemblaient. J'ai quand même beaucoup joué avant ça. Du coup, forcément, j'ai envie de voir la variante, surtout une grosse variante qui a l'air de proposer des choses assez différentes. Du coup, ça, j'ai très envie d'y jouer, même si intellectuellement, c'est peut-être pas la plus grande création. On verra. On verra bien. Endless Winter. Donc Endless Winter, ça va être un jeu où on mélange de la pose d'ouvrier avec du deck building, un peu à la Narak ou à la Dune Imperium, comme diront certains. Ça a l'air encore une fois très différent, parce que moi je trouve que ces deux-là sont déjà très différents. On va avoir des actions qu'on va réaliser, et quand on pose un ouvrier sur une action... Donc, j'ai joué récemment à... Je sais plus comment ça s'appelle. Un truc avec des dinosaures. Bon bref, peu importe, du coup je me souviens plus. On a des différents types de cartes, des cartes qui peuvent se jouer pour de la force et des cartes qui peuvent se jouer en complément d'autres choses avec de la force. Des cartes de culture qui vont rester devant nous. On va avoir donc ces éléments qui nous donnent de la force vont nous permettre de réaliser les actions à une certaine force, sachant que si on est le premier à faire une action, on va en plus avoir des bonus. Et que les cartes qu'on aura gardées de côté, parce qu'on va jouer 4 tours ou avec les mêmes cartes, du coup, si on utilise tout trop vite, on va un peu s'essouffler, sachant qu'on peut aussi récupérer des cartes. Et à la fin, il va y avoir une éclipse, donc avec un pari sur qu'est-ce qu'on met un peu face cachée, tous ensemble. Il y a plein de trucs qui ont l'air vraiment très attirants, je sais que j'y jouerai. Ça a l'air d'être pas trop lourd, les règles sont assez simples, il n'y a que 4 grandes actions différentes. Il y a l'air d'avoir pas mal de manières de se développer, de construire, faire des points sur un système de monolithe, donc sur un plateau un peu à part, on va construire pour cumuler les points. Bref, ça a l'air très sympa. J'ai très envie d'essayer aussi. J'ai envie d'essayer beaucoup trop de trucs, j'arriverai jamais à tout essayer sur SN. Hop, Village Rails. Village Rails, là, c'est un petit jeu, moins d'une heure a priori. Ça fait penser un peu à Lost Seas, le jeu qui est sorti chez Blue Orange, j'ai envie de dire. Qui va avoir des objectifs par ligne et par colonne. Donc là, ça va pas être tout à fait par ligne et par colonne, mais on va avoir pareil un coin de cartes comme ça, sur lesquels on va poser des rails petit à petit, qui va donc tracer un chemin pour traverser notre carte. Donc en tout, la taille totale du chemin accumulé surtout sera la même, mais il va y avoir potentiellement des chemins plus grands que les autres. À chaque tour, on doit récupérer un rail à poser quelque part, et on peut récupérer un objectif, moyennant finance, pour le poser en face d'une ligne ou d'une colonne, qui va valoriser le chemin là une fois qu'il sera terminé. Quand on termine un chemin, on regagne de l'argent en fonction d'une carte qu'on va avoir en main, qu'on va pouvoir jouer, donc par exemple sur le nombre de blés disponibles sur cette carte. Parce que donc les cartes ont des territoires, les cartes ont des symboles, les cartes ont tout un tas de trucs qui vont déclencher des points en fonction de ce qu'il y a d'autre sur le rail. Donc il y a l'air d'avoir vraiment un petit côté casse-tête sur comment organiser mes rails dans quel sens, et un petit côté sur est-ce que je rush quelque chose pour finir une route que je vais raccourcir pour aller marquer des sous tout de suite, mais combien de sous en fonction de ce que je peux jouer maintenant, est-ce que j'ai une autre urgence. On a des displays communs au milieu, donc on peut choisir ce qu'on veut sur le display, mais si on choisit une carte plus loin, ça va nous coûter des sous. J'attends de voir à quel point l'économie est tendue, j'ai envie d'essayer, ça a des bonnes revues. Voilà. Hop. Starship Captain. Donc Starship Captain, ça sort chez CGE, ça a l'air d'être du familial plus, disons. On va explorer l'espace et aller accomplir des missions sur cet espace. Pour accomplir ces missions ou pour faire des actions, donc se déplacer, tirer sur les pirates, s'améliorer, tout ça, ça va nous donner des bonhommes plus ou moins spécialisés. Il y a 4 types de spécialités, de mémoire qui sont 4 couleurs de bonhommes, et des bonhommes non spécialisés. Ils vont aller dans une file, et on va pouvoir jouer un peu les bonhommes à chaque tour. Quand ils vont gagner de niveau, soit on crée un nouveau bonhomme, soit on spécialise un peu plus le bonhomme. Donc il y a 3 niveaux, pas qualifiés. Premier niveau dans une couleur, deuxième niveau dans une couleur, qui va permettre de faire des actions de force 1 ou 2. Et comme ça, apparemment, on gagne vraiment en puissance. Ça se joue en 4 rounds. Apparemment, au 4ème round, il y a une vraie montée en puissance qui n'est plus du tout la même chose que les premiers rounds. Et les derniers jetons qu'on joue chaque tour, on ne va pas pouvoir les jouer le tour d'après. Du coup, il y a un peu de planification comme ça à faire. Avec globalement des missions à les accomplir en utilisant donc ces personnages qu'on a chez nous à la place de faire d'autres actions. Sur une carte, plutôt donc avec des courses là-dessus. Voilà. Ça, j'attends de l'essayer. Je pense que ça peut être sympa et graphiquement, tout ça, ça a l'air assez chouette dans un univers un peu BD. Rise, c'est un jeu où on va monter sur des pistes. On gère la politique et l'économie d'une ville, en gros.
Et pour ça, on va devoir choisir des actions. Donc il y a un système de sélection d'actions qui est assez rigolo. Il y a des actions qui sont tirées dans un ordre aléatoire et intercalées entre ces actions, il y a des événements. Plus on fait une action loin, plus on va déclencher d'événements pour nous. Donc le premier événement sera déclenché pour tous ceux qui se sont placés plus loin que ça. Sachant que si on se place sur la même carte que quelqu'un, on va devoir lui donner un petit peu quelque chose, donc une ressource, pour aller au même endroit que quelqu'un d'autre. Donc sur l'ordre du tour, il y a l'air d'avoir une importance. Ces actions, ça va globalement être de monter sur des pistes. Il y a 10 pistes différentes, recto-verso, qui permettent de la variabilité sur les parties, qui vont avoir leur spécialité. Donc la science, ça aide à monter sur les autres pistes. L'éducation, ça sert à déclencher des bonus à tel et tel instant. La presse, c'est des trucs sur lesquels on va boucler pour avoir encore des types de bonus. Bref. Tout a un peu sa spécialité et sa manière de se jouer. Et donc on va monter sur des pistes qui vont nous faire monter sur d'autres pistes, qui vont nous faire monter sur d'autres pistes. Le tout de manière à optimiser ça de manière assez sympa. Ça a l'air, en format 1 heure, ça peut être chouette. Après, est-ce que ça fait tableau Excel? Moi, j'aime plutôt bien cet aspect-là. À voir si c'est vraiment riche ou si c'est un peu de la résolution bête et méchante. Je pense qu'en fonction de comment tombent les événements, parce qu'il y en a des positifs, des négatifs, à quel endroit, quel sacrifice on a envie de faire, à quel moment, il y a des choses qui peuvent être, parce qu'on peut activer les actions en simple ou en double, mais en double ça nous coûte. Voilà, donc ça fait partie des jeux dont je suis assez curieuse. Ok, on arrive à un jeu que j'ai joué. Alors, sur le papier de loin, ça me tentait assez peu. En y ayant joué, je trouve ça pas mal. C'est pas le jeu fou à découvrir de l'année, je pense, mais il y a vraiment un système qui change un petit peu sur la place d'ouvrier. On a chacun notre tribu et on a quelques personnages utilisés pour des actions et les autres qui sont au début sur le chêne. Sur le chêne, ils vont pouvoir monter sur chacune des 3 spécialités dans les branches ou aller à la cueillette. Potentiellement, on va finir par en manquer de ces bonhommes-là. Et les bonhommes qui servent à faire des actions, on peut les envoyer donc sur différents types d'actions. Et il y a un placement d'ouvriers au centre du plateau, donc sur chacun des 3 temples qui est divisé en 3 emplacements, grâce à des cartes. Par exemple, si je joue la carte du temple de la plume, je vais pouvoir choisir le premier, le deuxième ou le troisième emplacement pour envoyer un bonhomme dessus, qui ne vont pas faire la même chose et qui vont toujours me coûter des plumes à dépenser parmi mes 3 ressources de base que j'ai sur mon plateau. Si jamais je suis toute seule sur la case, tant mieux. S'il y a quelqu'un d'autre, je dois en plus sacrifier un de mes bonhommes libérés pour les actions pour le remettre sur l'arbre. Potentiellement c'est gênant, potentiellement plus tard dans la partie ça pourrait m'être utile. Et ensuite j'effectue une de ces actions qui va être recruter des créatures, aller brasser des potions, aller construire des nouveaux sanctuaires pour avoir de la place pour me loger, aller récupérer de nouvelles cartes, aller récupérer de nouveaux bonhommes, bref, se développer. Et à la fin du tour, tous les bonhommes conservés des actions, il faut que je les ramène chez moi, il faut que j'ai la place pour les loger, y compris ceux que j'ai débloqués. Si j'ai pas la place, il y en a qui reviennent sur l'arbre. Donc il y a un peu un système comme ça de construction de plus en plus d'actions. Le truc assez rigolo, c'est que les bonhommes qu'on n'utilise pas pour faire des actions, notamment si on arrête de jouer avant les autres, on va pouvoir les utiliser pour faire de la cueillette. La cueillette, ça rapporte des ingrédients qui servent à brasser des potions, qui rapportent des points. Donc quasiment toutes les actions rapportent des points immédiatement. Il y a un côté un petit peu calculatoire là-dessus, mais assez plaisant quand même. Et quand on va donc récupérer donc, ces actions chez nous, il y a le côté un peu rigolo de c'est pas toujours bien de se développer plus, d'avoir un plus gros moteur. Les 2 premiers jours, il y en a un qui avait beaucoup fait d'actions chez lui, l'autre beaucoup moins, avec plus de cartes et plus de bonhommes. L'autre avait beaucoup plus joué à la cueillette. On a les plateaux spécialisés. Celui qui a joué à la cueillette a peut-être un peu joué tout le temps pareil parce qu'il avait un plateau spécialisé sur les potions. On peut faire évoluer nos bonhommes avec des bonhommes avancés qui vont avoir des petits décors qui se mettent dessus. On peut rajouter des petites sacoches. C'est vraiment trop choupi, ça fait très Playmobil. C'est assez rigolo. Voilà, donc ça c'était assez plaisant à découvrir. Donc les KS sont arrivés et ce sera disponible à SN. Hop. On passe à Yimby. Donc ça, Yimby, j'ai pas lu. J'avais envie de lire la règle. Alors elle est écrite d'une manière pas sexy. C'est assez bien rédigé. La rédaction de chaque ligne est assez claire, mais c'est pas illustré. C'est du gros bloc de texte. Du coup, ça m'a un peu découragée. Globalement, on construit une ville, Stockholm, une ville quelque part, et sur laquelle on va développer des transports qui vont nous permettre de nous déplacer plus ou moins vite en fonction du type de transport qu'on a choisi. Et chaque tour, on va jouer une carte et activer un marqueur quelque part. Le marqueur quelque part nous dit, par exemple, de construire un rail dans la zone ou ce genre de choses. Donc les actions disponibles vont un peu changer d'une partie à l'autre, vont être un peu modulables sur certains éléments. C'est les cartes qui vont les faire apparaître, ce qui change un peu les opportunités pour se développer. Le principe a l'air très chouette, j'ai envie de le lire plus, il faut juste que je trouve le courage. Voilà. Donc ça, je suis assez curieuse de découvrir. Et je pense que dans le commerce, ce sera pas vraiment dispo. Finder, c'est un nouveau Friedman Friseux, où on va développer des structures dans une ville avec un marché de l'énergie.
Il y a une phase de bureaucratie qui va nous permettre de gagner des revenus et de devoir payer pour nos maisons. Donc c'est pas nous qui payons, c'est le marché de l'énergie que ça va dépenser et on va pouvoir le recharger de temps en temps. Et construire des maisons, sachant qu'on a un scoring un peu entre le minimum de nos, je sais plus trop quoi, et nos maisons. On a envie d'avoir assez de maisons. Mais si on a trop de maisons, le marché potentiellement du charbon va exploser, ce qui peut être à notre intérêt ou pas, ou aux intérêts des autres. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a 4 types d'actions, donc se développer, construire des structures, je sais plus. Et dès qu'on va devoir faire une action qui est avant dans l'ordre, on va faire un cycle, et du coup on va passer par une phase de bureaucratie qui va déclencher donc tous nos revenus. Si par contre on fait 2 fois de suite la même action ou qu'on va dans une action plus loin dans le tour, là ça déclenche pas de revenus. Toutes nos actions, quand on va les faire un certain nombre de fois, donc de base une fois chaque action, et on va pouvoir se développer pour les faire plus de fois chaque fois. Donc pour ça c'est l'action développer, ça va nous coûter des sous pour développer une action et récupérer plus de choses. On va pouvoir vendre des rails qu'on a stockés ou des choses comme ça, et quand on construit des structures, ça va faire apparaître des rails sur le plateau. Une fois que la voie de chemin de fer est entièrement finie, il y a un décompte final qui va se passer. On joue toujours avec les 25 mêmes structures à développer pendant la partie. Il y a une mise en place pour une première partie avec des mains spécifiques pour chaque joueur. Sinon, on va devoir les drafter en début de partie et ça a l'air de pouvoir créer un peu des stratégies, de jouer, d'affiner comment on joue de partie en partie, à voir si c'est pas répétitif. Je suis assez curieuse en tout cas, donc c'est du jeu de développement dans la pure veine Friedman Freeze, avec une petite mécanique comme on aime. Tout ça. En plus, il y a des structures qu'on a notre main, des structures du marché. On peut construire des structures du marché plutôt que les structures de notre main. Dans ce cas, on remet une structure de notre main au marché, sauf à la toute fin quand on n'a plus de main. Et il sort aussi un tout petit jeu de collection de faisans, donc Fancy Feathers ou faisanerie en allemand. Donc avec un petit système de pause assez sympa où quand on joue à la Glenmore, disons, ou à tout ce genre de truc, à celui qui est le plus retardé vers celui qui est le plus vers l'avant. Celui qui est le plus en retard donc, va regarder où est son pion. S'il est tout seul sur sa case, il récupère la carte sur laquelle il est et toutes les cartes précédentes. Et ensuite, il va se passer plus vers l'avant. Donc comme ça, on va pouvoir couper des séries des autres ou essayer de récupérer les cartes qu'on veut, sachant qu'il y a des cartes, donc ça joue avec des collections. Certaines collections font en avoir plus du même type, d'autres pile un certain nombre. Il y a des cartes positives, des cartes négatives, des manières de collectionner qui font que on a envie de se mettre à certains endroits. De base, la boîte marche pour 2, il faut 2 boîtes pour jouer à 3 ou 4. Et à 3 ou 4, il y a l'air d'avoir des trucs un peu plus rigolos sur ce qui peut se passer sur l'ordre du tour et ce qu'on va se piquer les uns les autres pour créer des effets un peu sympathiques. Voilà. Donc ça, j'ai envie de le tester, et puis ça coûte pas cher, et puis c'est très moche, donc ça donne envie de l'avoir dans sa collection. Ensuite, Violet and the Grumpy, donc ça c'est un jeu de pli pour 2 joueurs uniquement, avec le côté où, quand on va jouer un pli, ça va être un pli à une couleur où il faut fournir, et en fait on va drafter un peu les cartes pour savoir quelles vont être... Donc on ne sait pas parfaitement le jeu de l'autre, mais on a une bonne idée de ce qu'il y a dans le jeu de l'autre. Et on n'a pas beaucoup de cartes à la fois, donc par contre on n'a que peu de cartes par rapport au deck. Les couleurs sur lesquelles on entame en fonction des cartes, des cases sur lesquelles on est, ça va changer d'atout, parce que quand donc si on joue Violette contre le Grumpiness, c'est asymétrique, ils n'ont pas exactement le même but. Violette va avancer sur le chemin, donc quand Violette récupère un pli, elle va pouvoir avancer sur ce chemin et ça va changer la couleur de l'atout. Il va y avoir des questions de timing sur où est-ce qu'on s'arrête, et quand le Nice va remporter un pli, il va y avoir des questions aussi de différence de valeur en fonction de si on a remporté le pli de beaucoup ou pas, ça va créer plus de peur plus tard. Il y a d'avoir plusieurs trucs assez rigolos et différents jetons bonus à récupérer, donc ça j'ai envie de le tester et ça a l'air assez chouette avec un thème un petit peu conte de fées. Hop, Terracotta Army, donc c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui. Moi il me fait pas tellement envie en fait, mais je pense que c'est bien, hein. Faut que je l'essaye. Je pense qu'une fois que j'essayerai, j'aimerais vachement plus. Va y avoir un système de sélection d'ouvriers avec des roues imbriquées les unes dans les autres, donc 3 roues imbriquées les unes dans les autres. Quand on vient de tour, on prend l'emplacement qui est face à un quartier et on va récupérer les 3 ressources dans l'ordre. Donc les 3 ressources et actions, donc récupérer les ressources, construire avec les ressources, etc. pour aller faire globalement des statues qu'on va placer sur un plateau à part qui va être un plateau quadrillé avec des objectifs qui dit par exemple on veut être présent sur la colonne de gauche, on va avoir des mecs avec des lances, on va avoir donc voilà, des objectifs un peu contradictoires entre eux ou pas, qui peuvent se combiner plus ou moins bien, des questions de qu'est-ce qui va être à côté de quoi pour essayer de grignoter des trucs aux autres, qui ont l'air plutôt sympa côté placement. Et du timing, parce que ces décomptes n'auront pas lieu tous au même moment de la partie. Du coup, ça, pourquoi pas. Quand on se place face à une roue, on peut les faire un peu tourner, ajuster la roue en fonction de ressources, et regarder ce qu'on va laisser aux autres en faisant ça. J'ai l'impression que sur le côté récolte de ressources, ça va être assez calculatoire dans l'exactitude de ce qui est possible ou pas. Ça m'attire un peu moins. Donc j'attends de voir.
Voilà, je suis pas ultra enthousiasmée, mais j'ai pas lu la règle. J'ai juste regardé un petit peu de quoi il s'agissait. Hop. Oranienburgen Canal, donc ça va être du Rosenberg pour 2 joueurs où on va construire donc d'industrialisation et de développement. On va construire des ressources chez soi à base de ressources qui vont s'activer à 2 moments différents. Soit quand ils vont être entièrement, donc ça se construit sur une grille, et sur les arêtes de cette grille, on va pouvoir construire des transports. Quand il y a 4 transports autour d'une carte, ça va activer la carte, et quand il y a 2 ponts, donc 2 tronçons de transport avec un pont par-dessus, sachant qu'on peut choisir de mettre des ponts, on va activer la carte aussi. Il n'y a que 7 actions dans le jeu, dans la sélection d'actions, c'est assez simple, donc 3 de récupérer des ressources et 4 de poser des cartes, poser des ponts et poser des chemins. Ou l'inverse, mais voilà. Donc la pose est assez simple, c'est à 2 joueurs, ça alterne, avec peut-être une action de plus par tour pour le premier joueur ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est pas extrêmement dur, on bloque l'action pour l'autre. Et tout va être dans comment est-ce qu'on arrive à bien combiner les cartes, comment elles arrivent, le display au milieu de cartes de lequel on va tenter de les récupérer pour les poser au bon endroit. Voilà, ça peut être chouette, ça me donne envie de l'essayer. Et c'est plutôt du gros jeu pour 2. On est dans un format plutôt 1h30, 2h que 45 minutes. C'est ce que j'ai cru comprendre. On n'est pas non plus trop en durée. Hop. Turing Machine, un petit jeu de logique. Donc ça, j'en ai entendu dire plutôt du bien de la part de gens qui l'ont testé, notamment à Paris Ludique, mais pas que. C'est vraiment un jeu de déduction. On sait qu'il y a une seule réponse possible avec 3 ou 4 critères. On a 4 chiffres, il y a peut-être 4 critères. Sur est-ce que tel... bon, par exemple... le premier chiffre est inférieur ou égal à 3. Et pour ça, on va pouvoir proposer des combinaisons. On sait quelles sont les catégories de critères. On ne sait pas si c'est vrai ou faux à chaque fois sur chaque critère. On va tester une combinaison par rapport à un critère. Ça va nous donner une réponse et on va essayer comme ça d'inférer quels vont être les critères de chacune des 4 machines, 3-4 machines, avec notre ensemble de combinaisons en proposant une combinaison qui nous permet de tester plusieurs trucs d'un coup. On peut tester jusqu'à 3 des 4 machines à chaque tour, pour essayer de trouver le bon code qui va correspondre, le seul et unique code qui répondrait vrai sur les 4 machines. En sachant que la réponse est unique, en sachant des choses comme ça, on peut déduire des choses. Ça a l'air d'être plutôt malin. Voilà, j'attends de voir à quel point ça marche bien quand on a un peu l'habitude de ce genre d'exercice de logique. Apparemment, c'est pas simple sur les niveaux un petit peu difficiles. Les premiers niveaux sont peut-être un peu faciles pour ceux qui sont très habitués à ça, mais voilà, à voir. Secret Split, j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est un jeu de partage. On va avoir un lot de trucs à partager et à choisir, donc plus ou moins voilà, de partage de gâteau quoi en gros. C'est toujours une mécanique qui m'attire beaucoup et j'ai pas eu le temps de le lire et j'ai très envie de voir ce que c'est. Donc ça voilà, c'est sur ma liste des prochains jeux que je regarderai. Challengers, alors ça a l'air d'être un jeu un petit peu bizarre avec pas mal de hasard, assez punchy, à thème sportif disons, de capture the flag, donc on va récupérer un drapeau et essayer de le garder. Pour ça on va avoir 2 équipes qui vont se battre. Et on va voir, donc quand on se bat face à quelqu'un, on joue notre deck, on a simplement façon bataille fermée, on joue une carte du haut de notre deck, on la met devant l'autre, et celui qui a la plus grosse carte récupère le drapeau. Et ensuite l'autre il doit jouer des cartes jusqu'à le dépasser. Une fois qu'il le dépasse, il récupère le drapeau, et les mecs qui étaient en face dans l'équipe sont fatigués, vont sur le banc, et donc il doit rejouer les cartes. Il y a des pouvoirs un petit peu sur les cartes qui permettent de manipuler un petit peu des choses, mais globalement le principe c'est ça. Le truc assez rigolo, c'est qu'à la fin de chaque tour, on va pouvoir... Donc il y a du deck building, donc reconstituer notre deck en repiochant des cartes d'un deck ou d'un autre. On choisit un petit peu dans quel deck on pioche. On pioche un certain nombre de cartes au hasard et on va sélectionner une ou deux parmi celles-ci. Et on va pouvoir virer autant de personnes qu'on veut de notre deck. Parce que si on a trop de personnages faibles, on va avoir plus de mal à battre l'autre et ça va fatiguer plus de gens et ça va occuper tout notre banc. Une fois que le banc est complet, on a perdu. Mais en même temps, si notre deck est trop fin, si jamais ça arrive au bout de l'équipe avant l'autre, on a perdu aussi. Du coup, il y a une petite question comme ça de survie et d'équilibre qui semble assez chouette. Donc moi, ça me donne envie de l'essayer assez fort. Je pense que c'est pas d'une profondeur phénoménale, mais que ça a l'air très fun. Et en tout cas, j'en ai entendu des bonnes revues. C'est du 1 contre 1 en fait par match. Et on peut jouer à plus. Et dans ce cas, il y a un tableau de rencontre pour faire que tous les matchs alternent un peu entre les joueurs. Pour pas avoir toujours le même genre d'adversaire. Donc ça a l'air assez chouette. Voilà. Ensuite, il y a Fraya. Donc Fraya, j'ai pas tellement regardé les règles. C'est un truc où on a des bateaux, on va aller se balader avec un côté un petit peu pick-up and delivery sur le plateau pour effectuer des actions. Ça a l'air assez cool. Graphiquement, ça rappelle un peu Venise qui est sorti il y a 1 an et quelques, 2 ans, qui ne m'avait pas plus plu que ça. Mais où là, il y a l'air d'avoir des choses qui peuvent être sympas. C'est pas sûr que ce soit dispo sur SN et moi, j'ai pas pris le temps de regarder plus que ça. Voilà. Donc ça, je suis curieuse.
Après, j'ai envie de parler d'Hamlet. Donc Hamlet, il sera que en démo sur le festival. Il sort toute fin 2022 ou peut-être début 2023. Globalement, c'est une gestion de village un peu ensemble. Donc c'est compétitif comme jeu. Mais on va produire des ressources sur des emplacements. Et après, n'importe qui peut les utiliser pour aller construire quasiment n'importe où. Le but, c'est d'avoir un réseau d'ânes et de routes qui permettent de relier tout ça. À plus ou moins à sa couleur. Quand on utilise les ressources qui a été produites par quelqu'un, ce quelqu'un gagne un bonus. Donc on a quand même envie de produire pour tout le monde et tout le monde gagne en permanence. Donc il y a de l'interaction positive un peu dans tous les sens, jusqu'à réussir à fournir tous les matériaux demandés par l'église. Quand on va construire des bâtiments, ça va produire de nouvelles cases de production, plein de nouveaux trucs qu'il va falloir relier pour aller créer des chemins qui vont de préférence passer là où ça nous arrange nous plus que les autres. Le principe a l'air assez rigolo. Sur les premières revues, ça dit que c'est peut-être un petit peu laborieux pour ce que c'est, qu'à chaque fois il faut beaucoup d'étapes. Le fond de ce qu'on y fait est sympa, mais est peut-être un petit peu perdu dans le côté administratif local. Je pense que j'irai voir. De toute façon, je passerai devant le stand, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et je suis très curieuse d'y jouer. Dans l'idée, ça me fait un petit peu penser à des vieux jeux vidéo de Roger Kaiser, etc., sur la livraison des ressources aux bons endroits. Ça a l'air chouette. Plutôt le mettre de même. Discordia. Donc ça, Discordia, j'étais assez enthousiaste et j'en ai des revues un petit peu mitigées dernièrement. Ça va être un jeu de croissance modérée à base de poules de dés dont on va sélectionner un dé chacun façon un peu roll and write pour aller développer notre ville. On va construire des bâtiments de différentes couleurs, rouge, bleu, je sais plus. Et par exemple, sur les bâtiments rouges, ça va nous créer des places à bonhomme rouge. Donc notre but, c'est de nous débarrasser de notre lot de meeple. Donc au début, on a un lot de meeple, on essaye de se débarrasser de tous ces rouges en les mettant sur des emplacements rouges. Et les emplacements qui n'auront pas été remplis pour ce tour-ci va nous faire un appel d'air pour avoir plus de meeple le coup d'après. Donc le but, c'est de réussir à avoir pile ce qu'il faut comme appel d'air pour réussir à remplir à un moment tout parfaitement et à se dire « Ok, j'ai plus de meeple à placer ». Sachant qu'on va revider des bâtiments complets, qu'on va refaire des choses comme ça. Donc si on a construit trop de bâtiments et qu'on a fait un gros coup en dépensant quasiment tous nos rouges, mais qu'il nous en reste un peu, et ben le coup d'après, ils vont tous dégager et on va avoir un gros appel d'air. Et là, comment on va se débrouiller, c'est pas clair. Voilà. Donc vraiment un jeu où il faut essayer de développer sa ville sans vouloir se développer trop vite pour pas se faire noyer sous les bonhommes, mais tout en ayant de quoi occuper nos bonhommes quand même. Moi je trouve ça assez attirant dans l'idée, j'ai envie de l'essayer. Je pense que c'est un format assez moyen, en taille. Voilà, donc je suis curieuse. De toute façon je vais dire surtout que je suis curieuse. S'ils sont dans cette liste, c'est que j'ai envie de le voir. Galenus. Donc ça, Galenus, moi c'est un jeu que j'ai testé sur SN l'an dernier, où ils ont un peu foiré leur communication. Je sais pas si les mecs sur le stand étaient très très au courant, mais ils nous ont dit que c'était en gros en train d'être produit et livré et qu'on les aurait dans un mois. Un an plus tard, ça sort à SN et nous on n'a pas de nouvelles de la livraison. Bon, voilà les petits soucis de. Un petit couac. Mais donc c'est à thème développement des premières médecines avec un peu les questions d'humeur. Donc il y a 3 types d'humeur et on va avoir des spécialistes dans ces 3 types d'humeur. Et on va tenter de soigner les patients avec un côté où on va d'abord poser des bonhommes et à un moment on va choisir d'arrêter le tour, d'arrêter de poser des bonhommes et revenir à la maison en ayant le first pick sur chacune des cases sur lesquelles on s'est placé. Donc on va pouvoir traiter en premier les patients, on s'est passé sur traiter les patients de l'humeur rouge. Là, j'ai plus les noms en tête, mais les noms sont vraiment top. C'est les trucs historiques. Je sais plus. Ça m'énerve. J'ai le nom sur le bout de la langue, j'y arrive plus, là, j'ai plus le truc en tête. Donc on va pouvoir traiter en premier, donc après les autres ils n'auront plus que ceux qui restent à traiter. Donc comme ça il y a un peu un trade-off entre faire plus d'actions et réussir à les faire mieux en ayant coupé le pied sous l'herbe sous le pied des autres. Voilà, donc j'ai bien aimé le principe, faut voir si c'est pas un peu répétitif sur le temps, mais il y a plein d'éléments assez chouettes sur l'ordre du tour, sur le fait d'aller à différents lieux pour faire différentes choses et de s'instruire parce qu'il y a vraiment un gros côté instruction chez nous, donc on a envie, quand on fait l'action avec quelqu'un d'autre qui est plus savant que nous sur une matière, on va pouvoir apprendre de sa part, à condition qu'il ait fait une action au même endroit avant nous. Donc comme ça on va pouvoir progresser sur les savoirs, mais de temps en temps il y a des paliers à débloquer sur le savoir sur lesquels on est obligé de bosser chez nous, donc de faire plus d'actions, donc de se ralentir un peu sur autre chose aussi, et ce qui a l'air d'être le gros des points, parce que notre but c'est surtout d'être savant, et traiter les patients c'est juste un moyen d'apprendre. Du coup, ça j'attends vraiment d'en faire une partie complète depuis du coup un an. Voilà. Un peu moins. Mosaïque. Donc Mosaïque, c'est un jeu de civilisation. Ça a l'air assez classique dans ce qu'on y fait. Ça a l'air plutôt bien. Mais donc ça, j'attends de voir un peu les retours et d'y jouer pour me rendre compte à quel point ça a vraiment sa patte, qui donne un truc vraiment original.
ou si c'est un jeu qui ressemble un peu à beaucoup d'autres. Voilà, donc ça, je crois que j'ai des potes qui l'ont fait le KS ou précommandé il y a longtemps, du coup je devrais avoir l'occasion d'y jouer un jour ou l'autre. Vengeance Roll and Fight. Donc ça c'est un tout petit Roll and Write en temps réel. J'adore les jeux en temps réel, j'aime bien les Roll and Write. Le thème combat machin un peu violent, ça a l'air assez fun, du combat en temps réel avec du Roll and Write. Je passerai sur le stand voir ce que c'est et probablement essayer parce que je pense que les parties sont courtes donc ça doit s'essayer assez facilement. Florar il fait partie des jeux très attendus sur le festival. Moi j'ai lu les règles et je suis assez mitigée. Donc globalement on va récupérer des ressources qui vont être des fleurs pour aller récupérer des contrats en parallèle pour ensuite aller livrer des contrats avec les fleurs qu'il faut sur des îles en fonction des bons symboles en respectant où est-ce que chaque contrat peut être livré, sachant que les fleurs vont flétrir d'un tour à l'autre si on ne les empêche pas de flétrir. Et ça on va le faire grâce à des ouvriers spécialisés. Là c'est là que ça a l'air plutôt sympa. La gestion d'ouvriers, au début on va avoir donc 5 guildes sur lesquelles on va poser des lots d'ouvriers tirés au hasard. Et chacun va se retrouver avec 5 ouvriers pour faire nos actions. Donc les 3 actions principales correspondent chacune à une race, donc un des types d'ouvriers qu'on peut avoir. Et donc si on va faire cette action, si on est le premier ça nous coûte 1, si on est le deuxième ça nous coûte 2, si on est le troisième ça nous coûte 3, etc. On va avoir besoin d'argent globalement. Pour avoir de l'argent, il va falloir renvoyer des gus. Renvoyer des gus, ça nous fait de la protestation et ça va contribuer à la grève. Donc s'il y a 3 gus d'une même couleur qui sont sur les non-employés, utiliser ces bonhommes-là va coûter un sou de plus. Et on peut recruter depuis ces chômeurs vers chez nous pour de l'argent, mais on peut le faire qu'une seule fois par tour, par manche. Donc il y a l'air d'avoir un marché de l'emploi commun assez sympathique. Le fond de ce qu'on fait dans le jeu n'a pas forcément l'air ultra fou. Après, une fois qu'on a livré sur un certain royaume, on peut utiliser les cartes déjà livrées pour déclencher des bonus. Ça n'a pas l'air nul hein, le fond de ce qu'on fait. En plus on draft à chaque tour nos guildes qui vont nous donner en plus de notre lot de bonhommes une action un peu particulière. Donc les choix là-dessus ont l'air plutôt interactifs. Sur quel type de bonhomme on va avoir, quel genre de lot, est-ce qu'on va faire de la rétention de quelque chose, est-ce que quelque chose va coûter très cher, un type d'ouvrier, à voir. Donc ça j'en suis assez curieuse sur gérer le mécontentement, etc. J'ai envie de le tester pour savoir si ça a vraiment un truc qui prend le dessus par rapport à ce côté, faire les bonnes combinaisons de fleurs pour avoir les bons contrats. Unconscious Mind, ça va être une démo, c'est de la gestion à base d'engine building et de cartes à usage multiple, peut-être un peu de pose ouvrier, je sais plus, sur un thème freudien, de l'inconscient, tout ça. Ça a l'air particulier comme thème sur quelque chose comme ça, sur un jeu de ce type. C'est de la démo, du coup je vais passer jeter un œil pour voir à quoi ça correspond. Moesterio, j'ai pas regardé en détail, mais c'est pareil, c'est un autre Costa Erola par les auteurs du Lindsay, où on construit une cathédrale au Moyen-Âge, au Portugal. Un monastère, pas une cathédrale, cette fois-ci ça change tout. J'ai pas regardé en détail, les auteurs m'intriguent, c'est une catégorie de jeu où il peut se passer des choses qui sont bien. Voilà, donc ça j'irai voir, je suis pas sûre qu'il sera dispo sur SN à la vente, à voir. Mais voilà, ça j'ai envie de passer le voir pour savoir si ça m'intrigue vraiment en pratique. J'en ai vu très peu de retours. Pickle Profiter, ça j'ai des potes qui m'ont dit que c'était très bien. Moi j'ai pas regardé en détail, mais à ce qui paraît ça va me plaire. Voilà, donc on verra. Precognition, donc ça sort à peu près en même temps en France, c'est par Ludonote. Il va y avoir un système de draft de cartes assez original. On va jouer des cartes pour nous et on va donner des cartes aux voisins, sachant que parmi les cartes qu'on donne aux voisins, il y en a une qui va jouer pour nous au prochain tour. Donc au voisin de gauche et au voisin de droite. Donc comme ça, il y a cette planification où on voit un peu l'avenir de qu'est-ce qui va nous revenir dessus. Le thème derrière, c'est qu'on a une barque qui va aller dans des marécages infestés dans un monde post-apo. Et quand on va récupérer des bonhommes, ils vont pouvoir soit sauver des gens, soit un peu traiter la menace qui arrive en permanence. À ce qui paraît, le fond du jeu a l'air assez attirant. Moi, je l'ai pas lu moi-même, mais j'en ai un peu entendu parler. Ce système de cartes a l'air vraiment malin, avec de la planification un peu subtile et interactive. Il faut un peu passer du temps à le saisir, mais voilà. Donc ça, j'en suis bien curieuse. Je sais que j'aurai l'occasion d'y jouer bientôt. Et voilà. Ça, c'est à jouer, donc dans un format un peu plus intermédiaire. San Francisco, ça j'en ai un petit peu entendu parler, je sais plus si c'est sorti en France ou pas, mais ou ça va sortir, ou je ne sais plus. Il y a un système de cartes qui a l'air assez malin sur le site, donc j'en avais entendu parler, j'ai eu un échange là-dessus et puis j'ai oublié, mais il y a un vrai système d'action sur un jeu plutôt léger, qui est assez novateur et qui a l'air chouette. Donc pareil, j'ai envie de jouer, et c'est un auteur, c'est peut-être du Knizia ou un truc comme ça, c'est hop.
Voilà, c'est du Knizia. À voir. Evora, pareil, c'est un jeu intermédiaire plutôt léger où on va construire des piliers, on va avoir déclenché des scorings sur les majorités, les lignes, les différents trucs. Avec un système de pistes d'action, on va pouvoir aller sur une des prochaines actions et faire ce qu'on veut. Le truc qui a l'air assez sympa, c'est qu'on choisit l'action, donc la prochaine action sur la piste, un peu de notre choix, qui fait partie du premier lot de 3 cases consécutives disponibles sur la piste. Ce qui veut dire qu'entre les joueurs, on va pouvoir aller se placer sur une action et qu'en fonction d'où est-ce qu'on se place, on peut casser les types d'actions des autres qui vont devoir aller du coup complètement aux choses sans forcément prendre pile l'action qu'ils voulaient, juste en cassant la série de tuiles disponibles devant eux. Ça m'attire bien de voir comment ça marche. Et le fond des scorings à l'allemande, c'est du scoring à l'allemande sur différentes contributions, mais ça a l'air plaisant. Amalfi Renaissance, j'ai très peu regardé, mais j'en ai vu des très bons retours. Donc c'est une refonte d'Amalfi par Silex, donc VF, puisque c'est des Français. Et à ce qui paraît, c'est très bien. J'ai entendu des très bons retours donc de Paris Ludique et globalement des bons échos d'un peu partout. Donc à aller voir. Death Valley, c'est un tout petit jeu pour 2 joueurs en un quart d'heure, je crois, qui a l'air assez joli. J'avais regardé un peu la mécanique, ça avait l'air chouette. Voilà, ça je pense que je vais me le prendre en mode pas compliqué. Hop. Aleph Nul, c'est un jeu solo. J'ai oublié, mais j'avais regardé, ça m'attirait bien à l'époque. Donc voilà, donc ça pareil, je vais regarder ce dont il s'agit. Hop. Almanach Crystal Peak, donc ça s'appelle le Grotte de Cristal ou quelque chose comme ça en français. Je crois que c'est déjà sorti en boutique en français. C'est la 2e tome de Almanach, avec la route du dragon le premier. J'ai entendu dire que les placements d'ouvriers étaient un peu plus variés, les pouvoirs un peu plus les spécificités de chaque carte un peu plus intéressantes. C'est quand même dans la ligne droite du premier, on est dans le même format à 1 heure. Moi je trouve ça extrêmement sympathique, j'aime bien ce côté bouquin où on parcourt de page en page pour savoir un peu ce qui va se passer. C'est la même base de règles. Voilà, ça j'ai envie d'y jouer et d'en avoir l'occasion. 1998 ISS, c'est dans le format de toutes ces boîtes là, les petites boîtes rectangulaires avec des dates dessus. C'est du pur de joueur, ça a l'air... peut-être que ça peut jouer à 4. Ça a l'air assez sympa, j'avais survolé les règles sur du développement de la cité spatiale. Ça a des bons premiers tours, je passerai voir ça. Hop. Take a Seat, c'est du Matcha and Write, donc là c'est du partage and write. On va avoir des polyomino qu'on va partager avec notre voisin droite et notre voisin gauche, donc on va avoir les mêmes séries de polyomino à droite et à gauche, et à chaque tour on va choisir un polyomino à placer chez nous, mais avant ça on va lui enlever une case. Et donc petit à petit on va dessiner des formes de plus en plus petites chez nous pour aller placer des sièges, pour essayer de correspondre le mieux aux objectifs tirés pour la partie. Ça a l'air plutôt plaisant, cette alternance avec les voisins, ça a l'air plutôt chouette. J'ai envie de l'essayer pour voir ce que ça donne. Voilà, j'aime bien l'idée. Hop. Featherlight. Donc Featherlight, ça a l'air d'être un peu dans la... Ça n'a pas l'air, c'est même j'ai eu les règles, c'est dans la catégorie de Fantasy Realms, où on va avoir une main de cartes qu'on va essayer d'optimiser d'ici la fin de la partie pour avoir le maximum de points. Là, les cartes sont plus simples, moins spécifiques. Ça va plus courir sur des ensembles de couleurs ou des choses comme ça. Il y a aussi d'ailleurs le Marvel, la version Marvel de Fantasy Realms, Marvel Remix qui sort. Mais bon, Fantasy Light, du coup on va avoir une défausse avec 6 cartes sur la défausse. Chaque fois qu'on défausse une carte, on choisit sur quelle carte on va la mettre. Et à la fin, on va pouvoir scorer en fonction de notre main et en fonction du nid. Donc le nid, c'est les 6 défausses, selon les cartes. J'attends de voir un peu ce que donnent les cartes, parce qu'il y a l'air d'avoir des cartes qui donnent des points bruts et d'autres qui donnent des points sous condition et moins de points. Donc je sais pas trop, mais ça a l'air vraiment très facile pour des pouvoirs de cartes, vraiment très rapide et rigolo. Donc j'ai envie de le voir un peu ce que ça donne. Beer and Bread, c'est un jeu à 2 d'agriculture, donc on va avoir des ressources à récolter depuis un champ en commun à chaque tour pour aller faire de la bière et du pain qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. On prend le minimum de notre score entre notre bière et notre pain. Le truc qui a l'air assez chouette, c'est que ça joue avec des cartes, donc on va avoir notre main de cartes qu'on va drafter au début des tours pairs, au début des tours impairs, et qu'on va récupérer en récupérant des cartes qu'on avait avant dans notre main, plus des cartes piochées, plus potentiellement échange au marché dans les tours pairs. Et avec ces cartes, on va pouvoir les jouer de 3 manières différentes. Donc soit on les joue en tant que récolte pour récupérer les ressources qui sont dessus, par exemple du blé et de l'orge. Ce qu'il y a, c'est que si j'avais déjà les cartes qui apportent du blé et de l'orge, je vais en récupérer plus. Donc ça va accumuler combien j'en reçois. J'ai pas le droit d'en recevoir moins depuis le champ, tant que le champ a de quoi fournir. Et si je ne peux pas les stocker, ce que j'ai en excédent, je l'offre à l'adversaire, qui a le choix lui de les accepter ou de les refuser. Donc ça a l'air déjà assez mignon dans l'esprit.
Sinon, on peut l'utiliser en tant que spécialisation, une carte avec le texte et marqué en dessous pour la glisser sur notre plateau et bénéficier de l'effet maintenant qui est marqué sur la carte pour le reste de la partie. Ou alors on l'utilise pour faire de la bière ou du pain, selon la carte. Il y en a qui permettent de faire du pain, de la bière, pour utiliser la recette marquée dessus, donc dépenser les ressources de notre entrepôt pour aller produire ce truc-là précis. Sachant que par tour, tant qu'on a quelque chose utilisé sur notre boulangerie, on ne peut pas refaire cuire du pain, à moins d'avoir fait une phase de nettoyage qui nous permet de rendre ces emplacements disponibles. Il y a l'air d'avoir des trucs assez mignons dessus, voilà, en 2 joueurs de gestion, pas trop lourd, avec la carte multi-usage, ça s'essaye. Kingdom Defender et en sort une réédition, c'est un jeu qui est sorti en 2018, donc par l'auteur de Bitoku. Moi j'ai des potes qui ont joué la première version qui disent « Oh c'était pas mal mais j'en ai pas un souvenir impérissable ». La deuxième version a l'air mieux, avec vraiment des vraies refontes de règles. Moi j'ai pas lu, mais j'ai un pote qui a lu qui m'a dit que le livret était très bien écrit, très agréable, je pense que je lirai d'ici les scènes. C'est du compétitif, mais on se bat globalement contre des barbares en commun, plus ou moins durs, et apparemment il y a quand même un vrai challenge dessus sur comment le jouer. Voilà, il me disait que c'était assez attirant, donc moi ça m'attire pas mal. Arabella, ça ce sera qu'en démo, je crois. Ça se présente comme un 18xx en moins d'1 heure, j'ai quand même de gros doutes. Globalement c'est du roll and write avec du pool de dés, mais il y a quand même des parts d'action à récupérer, des rails à tracer, des choses comme ça, donc moi j'ai envie de l'essayer. Voilà. C'est tout ce qui a tiré tout le monde, il y a un chaton et du 18xx, et du roll and write. Ça n'a aucun sens. Voilà. Lofoten, c'est un jeu qui m'attire pas et j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Donc c'est un pile game pour 2 joueurs. Je pense que je le confonds avec un autre jeu qui m'avait pas plu graphiquement, je sais plus lequel, mais voilà. Les retours sont plutôt bons. Il y a l'air d'avoir. Donc j'ai pas regardé en détail. Et c'est du 2 joueurs, donc en 2 joueurs sur ce format-là, moi j'ai personne à domicile, donc je sais pas trop si j'aurai l'occasion de tellement jouer, mais j'ai envie quand même de savoir un peu plus de ce dont il retourne. Il faut que je le regarde plus attentivement que ça. Je passe un peu vite là, mais c'est des jeux que j'aimerais regarder. Hop. Continue Shadow, c'est le nouvel Aléa, avec des courses de vaisseaux dans l'espace, qui n'a pas du tout le même style que les autres Aléa, donc Aléa, le studio de Ravensburger. J'en ai plutôt des bons échos. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais j'ai vraiment envie de le regarder plus. Pareil. Ready Set Bet, c'est un jeu de course de chevaux qui a super bonne presse. Là, il y a pas mal de gens qui ont joué. Chaque fois, les gens disent que c'est super fun, que c'est bien tendu, que c'est intéressant. Donc, je pense que j'aurai l'occasion d'y jouer, que ce soit SN ou après, j'espère, parce que les gens disent que c'est très bien. Moi, ça m'attire pas trop, mais apparemment, c'est très bien. Space Patriot, c'est un engine building, un tableau building où on va avoir donc des cartes devant nous qui vont permettre de produire des ressources, puis de les transformer, puis de coloniser. Et le truc, c'est qu'on a 4 ou 5 actions différentes qui sont des paquets de cartes. Chaque tour, on va choisir une carte qui va venir devant nous, qui va donc renforcer notre plateau, et ça va effectuer l'action correspondante à la couleur de la carte. Et quand on colonise, on va devoir sacrifier des cartes qu'on avait fait sur notre plateau, donc on augmente, et à un moment, on va devoir sacrifier ce qu'on a augmenté pour faire une colonie qui va nous porter des points de victoire et des pouvoirs permanents. Quand on fait trop de production aussi et qu'il y a de la perte, ça nous crée des trous noirs pour le tour d'après qui vont donc aspirer une partie de notre production. Voilà, donc ça donne envie de l'essayer aussi. C'est pas forcément ma catégorie de jeu préférée, mais ça a l'air d'avoir quelques bonnes idées. Donc à voir comment ça tourne en pratique. Les Tribus du Vent. Donc ça sort en français en même temps. D'ailleurs de base c'est français je crois. Moi ça m'attire assez moyennement, mais j'ai des potes que ça attire beaucoup. Il y a un principe où on va faire des actions avec des cartes, et en fait les cartes pour les accomplir ça va nous demander par exemple 3 feux, mais 3 feux entre nos cartes et les cartes des autres, parce qu'au dos des cartes il y a la catégorie de leurs cartes. Donc on va utiliser comme ça un peu les cartes de nos voisins, de tout le monde autour de la table, pour aller utiliser nos cartes. J'avais lu en diagonale, j'ai un pote qui a relu, voilà, ça a l'air d'avoir des trucs sympas. Moi j'ai l'impression que c'est pas trop un jeu pour moi, je peux me tromper. Je pense que j'en entendrai parler de ça aussi. Alors Fog, ça va être en démo, ça j'en parle un petit peu parce que moi j'ai vu la démo sur SN l'année précédente, et moi j'avais beaucoup aimé. C'est en fait une gestion de foule, donc on est sur une île où il y a une espèce de catastrophe mystique qui arrive avec un gros nuage, on sait pas trop de quoi, qui est en train d'envahir l'île, et les gens qui courent vers des bateaux et qui veulent être les premiers à arriver sur les bateaux. Une fois que les bateaux seront entièrement chargés, ils partiront et la partie sera terminée, et on aura des points en fonction de qui est-ce qu'on a réussi à sauver. Et pour ça, on va déplacer nos pions qui ont tous des pouvoirs de déplacement un petit peu différents. Il y en a qui peuvent pousser les autres, il y en a qui peuvent se faufiler, il y en a qui peuvent faire des
différents types de déplacements. On va choisir qu'est-ce qu'on active à chaque tour pour essayer de bénéficier des emplacements qui se sont libérés devant nous et de continuer à bloquer les autres. Et j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien et que c'était vraiment fun, purement dans le je traîne dans tes pattes. Donc côté interaction et côté ambiance, c'est très cool tout en ayant des vrais choix intéressants. Donc, Twilight Inscription, c'est un roll and write dans l'univers de Twilight Imperium. Globalement, on est un truc galactique qui vont se développer à travers des planètes, aller exploiter ces planètes, aller augmenter nos productions globalement, industriellement, et faire de la guerre. Donc pour ça, on a 4 plateaux différents. Et le jeu va se jouer en une alternance de tours, disons, qui s'appelle stratégie. Donc ça veut dire que là, on nous donne des ressources à affecter à une planète, donc à un plateau. Donc on va choisir un plateau actif parmi les 4 catégories. On va mettre ces ressources-là, on va les utiliser pour faire des actions. Donc, en général, sur chaque plateau, on a des actions pour telle phase, tu fais tel truc, pour telle autre phase, tu fais tel autre truc. Ou alors tu coches des trucs de la couleur correspondante. Et après, on va rouler des dés pour aller pouvoir refaire des actions, donc 3 dés noirs pour tout le monde, et des dés de couleur qu'on va activer si on a débloqué les dés pour ces actions-là. Globalement, il y a des pouvoirs qui débloquent des pouvoirs, qui débloquent des pouvoirs, des espèces de petits chaînages pour essayer d'avoir ce qu'il nous faut à droite à gauche, des manières d'utiliser les jokers, plein de choses comme ça. La guerre, ça va être des comparaisons de force avec nos voisins de droite et de gauche pour être celui qui a le bonus pendant que l'autre a un malus à la Seven Wonders. L'idée est plutôt sympa, pour moi c'est pas le genre de truc qui me fait absolument waouh, mais par exemple j'ai bien aimé le mur d'Adrien, notamment pour jouer en solo, parce qu'il y a un côté un peu plaisant. Là, c'est plus orienté multijoueur, avec des votes et des guerres. Donc les votes, ça va être... donc on alterne, donc j'ai dit un tour de stratégie avec autre chose. Donc autre chose, c'est un événement parmi 3. Donc production, tous nos trucs de production nous donnent des ressources de joker. Vote, on prend tous nos électeurs, ça nous donne autant de votes. On parie secrètement un vote sur une motion, donc on va avoir 2 alternatives. On vote pour ou contre avec un certain nombre de voix. On révèle tous. La motion gagnante est appliquée pour tout le monde. Ça va nous donner des bonus ou des malus sur nos plateaux. Et faire la guerre, donc faire la guerre, c'est là qu'on fait le décompte avec nos voisins. Donc on ne sait pas dans quel ordre ils arrivent, mais on sait quels sont les événements qui vont arriver à chaque époque. On a tous un peuple qui nous donne des pouvoirs un peu asymétriques. Moi, je l'ai essayé en solo, et je suis pas ultra convaincue. Globalement, il y a une grosse partie lecture du jeu, avec des bonus qui donnent des bonus, des améliorations qui permettent d'avoir des spécialités, mais qui sont... on se perd un peu dans le sens... ah ben j'aurais pu débloquer un dé, mais je l'avais pas vu, parce que c'est vrai que j'avais entouré il y a 3 tours le bonus sur ce plateau dans un coin. Et ça, je trouve pas ça très agréable. Il y a un côté laborieux, rigoureux, où il faut pas se planter, où il faut faire les trucs bam 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 par étape, vérifier ce qui est disponible, et on perd un peu le sens de ce qu'on fait. Globalement, ça se présente comme le roll and write épique. Moi, l'épique, je l'ai pas ressenti. Après, je joue en solo, c'est rarement épique en solo. Voilà, donc je trouve un peu décevant par rapport à ça. Et il y a un côté où un peu... ça a l'impression que les axes sont un petit peu équivalents. Donc il y a des objectifs qu'on essaye quand même de rusher pour avoir le plus de points par rapport aux autres. Mais il y a un côté... J'ai plus envie de ne pas faire des conneries et d'optimiser un peu mes coups que de faire tel ou tel coup. On peut jouer sur 4 plateaux différents. Ça a l'impression qu'on choisit arbitrairement un plateau dans lequel on va plus se spécialiser, qu'on a plus envie de jouer au début. Et puis voilà. Il y a aussi l'air d'avoir des coups qui... Ça a l'air d'être bien de jouer de l'industrie au début et les planètes un peu plus tard. Bon, j'espère qu'il a un peu plus dans le ventre que ça et c'est moi qui passe un peu à côté, mais j'ai quand même un peu des doutes. Et en tout cas, je trouve que côté lisibilité, il y a un vrai problème sur le plateau, ne serait-ce, et ça j'y ai pensé, si on avait un petit plateau à côté qui nous permettait d'entourer nos avantages disponibles, plutôt que les 2 jeux qui rappellent les avantages, voilà, un truc un petit peu plus grand, qui permet de nous cumuler combien il nous reste de trucs disponibles de chaque type, plutôt que de devoir les rechercher sur chacun de nos 4 plateaux pour aller regarder où est-ce qu'il y a un truc qui est entouré, qui n'est pas coché, mais qui n'est pas un truc entouré qui fait un effet immédiatement, mais pas plus tard, ce serait quand même plus simple. Worldcraft, alors ça c'est pas un jeu que je vais acheter parce que ce serait en anglais et que moi c'est pas intéressant parce que c'est un jeu de mots. Mais le principe est vachement malin, en tout cas il me fait un petit effet, ah oui, ça peut être cool. Ça va être un jeu de mots où à chaque manche on a... je crois, une longueur de mots imposée, par exemple des mots de longueur 6. Et chacun de nos tours, on va donner un mot. Et quand on donne un mot, on va jouer des cubes sur les lettres qui le composent. Donc, à chaque manche, on va avoir tiré dans chaque catégorie, il y a 5 catégories de lettres, plus ou moins courantes, on va avoir tiré par exemple 2 ou 3 cartes. Par exemple, cette manche-ci, on a envie de faire des i. Et donc, à chaque fois qu'on va dire un i dans notre mot, on va poser un cube sur un i.
Quand on va dire un L, on va poser un cube sur un L. Et à la fin, il va y avoir une question, au bout d'un certain nombre de manches, ou je ne sais plus trop comment, de majorité. Donc il faut réussir à récupérer les majorités qui nous intéressent là où il y a des compétitions et des trucs croisés ou des occasions, en trouvant les mots qui contiennent les lettres qui vont les composer pour essayer de prendre le pas sur l'autre. Donc je trouve l'idée bien maligne d'associer cette question de majorité sur les lettres avec un jeu où il faut effectivement trouver des mots pour aller faire la compétition dessus. Voilà, donc ça j'en suis assez curieuse et je pense que je testerai une adaptation d'une manière ou d'une autre. En fait, le jeu est en anglais, mais il n'y a pas de mots imposés, il y a juste des decks de cartes. Donc je pense que si on change de langue, il faut juste rechanger la composition des decks. Donc, par exemple, transférer un deck, une carte d'un deck à un autre. Il y a plus ou moins de points pour les majorités en fonction du type de lettres qu'il y a, mais voilà. Donc en revenant les decks, puisqu'il y a juste 26 cartes de lettres, ça doit pouvoir tout à fait se faire. Et il y a des idées vraiment sympas, je trouve. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Je ne l'ai pas testé. Flamecraft, j'y ai joué. Donc c'est un jeu où on va récolter des ressources pour ensuite les dépenser dans des contrats. Pour ça, à chaque fois, on va activer un village. Plus il y a de trucs sur le village, plus ça nous donne de ressources. Et plus ça va nous activer le pouvoir quand on va le résoudre. Mais en même temps, s'il y a encore de la place, on va pouvoir y installer des dragons qui vont nous rapporter des points de victoire et des bonus. C'est assez sympa, il y a des petites opportunités qui sont créées. Je pense que c'est un bon jeu d'initiation à ce type de jeu. Après, moi j'ai trouvé que ça volait quand même pas très très haut. Toutes les actions qu'on fait sont assez locales, on récupère des ressources et ensuite on va les dépenser. On a en vue ce qu'on veut faire, il n'y a pas de développement long terme, il y a différentes opportunités qui vont un petit peu changer et des choses à regarder. Mais voilà, moi c'est pas trop le jeu pour moi, disons. C'est plaisant. Hop. Oui, donc ça, les KS sont arrivés pareil, sinon ça sort à SN et je crois que ça arrive en boutique après. Horizon Spirit Island, alors ça, je crois qu'il va être présent sur le salon et moi je serais assez curieuse de le tester. C'est une version allégée de Spirit Island pour 1 à 3 joueurs seulement. Et en fait, c'est une version qui a été développée en exclusivité partenariat avec les magasins Target en Amérique, qui sera a priori disponible que là-bas, donc ce ne sera pas disponible dans la distribution ailleurs. Et donc s'il est sur le salon, vu que moi j'aime beaucoup Spirit Island, je serais assez curieuse de voir. Ça donne des esprits différents avec plutôt des règles allégées plutôt que les extensions qui donnent des esprits différents, mais avec plus d'événements et plus de lourdeur que j'aime moins. Donc ça, je pense que si j'arrive à le récupérer ou à le voir, je serais assez curieuse. Derrière, j'ai mis un peu les extensions. Donc là, c'est pas tout à fait une extension, mais c'est un spin-off. Donc de différents jeux. Sur le festival, moi, les extensions, globalement, ça m'attire moins que les jeux de base. Et surtout, c'est moins nouveau, disons. Donc en premier, j'ai mis l'extension de Red Cathedral Contractor. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. C'est une grosse extension qui change vraiment le principe du jeu. Donc moi, Red Cathedral, je trouvais ça assez plat avec le temps. En initiation, j'ai trouvé ça très bien. La petite tactique sur les dés, j'aime vraiment bien le principe. Mais en pratique, ce qu'on y fait sur l'accumulation de ressources pour les construire, bon. Là, ça rajoute une dimension avec des contracteurs donc, qui vont être sur un plateau à part et des spécialistes qu'on va pouvoir recruter à certains moments. Qui fait qu'il va y avoir beaucoup plus une question de timing sur la construction, de si la tour elle est terminée à un certain moment. On va regarder qui a des spécialistes dans la ville associée à ce moment-là. Et du coup, ça peut encourager à finir une tour rapidement pour essayer de couper l'herbe sous le pied des autres et gagner des points quand nous, ça nous avantage plus que les autres. Qui était une dimension qui, pour moi, manquait dans le précédent, avec des guildes, donc les cartes qu'on a sur le côté pour activer les pouvoirs bonus, qui sont vraiment différents, une action en plus à faire pour aller mettre des choses sur ces éléments-là, donc ça donne peut-être un peu un côté action intriquée les unes dans les autres, briquer les unes dans les autres, qui manquait un peu dans Red Cathedral. Du coup, j'ai envie de retester Red Cathedral avec l'extension. Il y a une extension à Origins qui rajoute un peu des choses, qui valorise les fermes, qui donne un nombre de tours fixes, qui est une petite extension qui coûte 18 €, je crois. J'aime beaucoup Origins, il a des défauts, j'ai envie d'y rejouer, j'ai plein de potes qui aiment beaucoup, je pense que je jouerai avec l'extension un jour. Il y a Skyman qui sort, donc la refonte de Mombasa dans l'espace. Moi j'avais pu le tester une fois sur le premier scénario, donc il y a 4 scénarios différents en plus du jeu de base. Le jeu de base qui est un peu rééquilibré avec des trucs qui étaient mis des extensions sur les pièces, toujours sympa. Le graphisme change complètement, et donc il y a 4 scénarios qui changent un peu les cartes, qui changent les conditions de départ, et qui peuvent rajouter, notamment pour le 4e scénario, une carte différente, avec des menaces globales à aller combattre pour tout le monde, donc dépenser les chapeaux, enfin l'équivalent des chapeaux pour aller le faire, et que si personne ne l'a fait, il y a un gros malus en fin de partie, mais qui peut avantager certaines personnes plus que d'autres, et il faut être apporté pour aller le faire. Du coup, ça, je sais pas si je le prendrai, parce que c'est quand même racheter tout un jeu quand on a Mombasa, mais ces variantes de plateau ont l'air plutôt intéressantes, et j'aimerais bien les essayer un jour. Barrage a une extension avec un nouveau plateau et de nouveaux éléments. Le fait de varier le plateau de barrage, moi ça m'intéresse bien. Les nouveaux éléments ont l'air assez cool.
Voilà, bon, je pense que je vais prendre barrage 5 de mes jeux préférés. Voilà. Il y a une extension pour Tawatinsuyu. J'ai pas trop regardé, j'en ai vite fait entendu parler. Il y avait l'air d'avoir des trucs sympas. Tawatinsuyu, pareil, c'est assez chouette. Je trouve les parties un peu similaires. Je trouve que le jeu a des défauts, notamment sur les tirages sur les tapisseries. À voir si l'extension corrige ça. Je suis en tout cas curieuse de l'essayer, si personne de mon entourage la prend. Et après, j'ai noté d'autres jeux, donc j'en ai encore quelques-uns, mais dont je vais pas parler en détail, qui m'intéressent aussi, que j'ai pas pris le temps de regarder. Voilà pour SN, ou qui sortiront pas à SN finalement, qui seront pas là. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai repéré et qui m'intéresse à SN. Il y en a d'autres où j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça, peut-être un ou deux dont j'ai oublié de parler là, et plein d'autres que je vais croiser et qui vont m'intéresser aussi alors que c'était pas dans ma liste, notamment dans les plus petits jeux, parce que j'ai moins repéré tous les plus petits jeux qui existaient. Il y en a beaucoup où sur le papier ça n'est pas arrivé, mais en testant on va voir, plus tous ceux qui intéressent les potes, plus tout ça. Je pense qu'on va vraiment passer un très bon festival, donc sur les 4 jours de festival. Moi, je suis super impatiente d'y être. Il y a des tas de choses qui ont l'air topissimes. Je trouve que cette année a l'air extrêmement riche en bonnes sorties, en trucs qui font envie. Il y en a... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Voilà, sur les gros jeux, il y a une fin aux gros jeux, mais c'est pas 4-5 titres qui vont ressortir. Il y en a une vingtaine au moins. La liste là, ma liste est super longue et j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu. La liste globale, donc sur BGG, si on va sur la liste, en tout il y a beaucoup de jeux annoncés. Alors ça, il y a toujours beaucoup de jeux annoncés parce que c'est tous ceux qui sont présents, donc il y a 1184 titres annoncés. C'est pas forcément 1184 vrais gros titres qui sortent là maintenant cette année. Il y a des extensions, il y a des jeux des années précédentes, tout ça, mais ça fait quand même beaucoup de jeux. Et parmi ces jeux-là, j'ai l'impression qu'en termes de propositions ludiques, il y a vraiment beaucoup. Des vraies propositions, des vrais nouveaux jeux. En Eurogame, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant depuis quelques années. Donc ça va être bien, ça va être très très bien. Voilà, donc on va beaucoup jouer. Ça va être très cool. Moi je vais être donc un petit peu un moment sur le stand d'Explorate. J'espère pouvoir croiser des gens aussi. N'hésitez pas à me faire coucou si je vous connais ou que je vous connais pas d'ailleurs. Voilà, ça va être trop trop bien. Je suis super impatiente d'y être. Et la norme, bon, je continue à lire quelques règles de mon côté, mais je pense que je vais arrêter de faire des vidéos pour les sorties des scènes, puisque il reste que demain et qu'après j'y suis. Et demain, du coup, je vais partager des jeux que j'ai joués en septembre, puisque après ce sera SN. Donc si je refais des vidéos et que j'ai le temps, je reparlerai des scènes et plus trop du reste de ma vie. Voilà, gros bisous, c'est la meilleure période de l'année, et puis on y est bientôt. Oui, voilà, bisous, salut.